avant d'augmenter les heures de crossfit et d'aller préparer des marathons. Déjà, prenez les escaliers, arrêtez-vous une station de métro avant, prenez le vélo au lieu de la voiture, au lieu des transports en commun. Et majoritairement, c'est du sportif amateur que je vois. Et c'est eux qui se blessent le plus. C'est intéressant de venir s'informer parce qu'on a énormément d'erreurs. Même quand on pense ne pas faire d'erreurs, on en fait. Que ce soit sur l'alimentation, les produits qui accompagnent, sur l'intensité à mettre, sur comment augmenter la charge, sur quel exercice faire. Il y a toujours un sport qui vous fera plaisir. Trouvez-le, pas loin de chez vous, qui vous fasse kiffer. Le meilleur sport sera celui qui vous fera revenir la semaine prochaine. Que ton sport soit la course du dimanche, le foot du jeudi soir, le yoga, la salle de sport ou la rando, ton corps suit des règles précises. Et beaucoup de ce qu'on croit savoir sur la santé du sportif est maintenant faux ou dépassé. Sam, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Labo d'Hippocrate. Comme à mon habitude, je te demandais de te présenter un peu pour ceux qui ne t'ont pas encore croisé sur les réseaux sociaux. Alors moi je suis Sam, je suis médecin du sport, donc j'ai 37 ans. Donc j'ai commencé un peu comme toi, c'est par un internat de médecine générale que je n'ai plus pratiqué depuis maintenant 6 ans pour faire exclusivement de la médecine du sport. Je suis essentiellement spécialisé en traumatologie, en suivi du sportif de haut niveau et de niveau amateur. Et j'ai une appétence particulière aussi pour les jeunes athlètes, avec un suivi en pédiatrie du sport que j'ai spécifié cette année. Et voilà, je travaille dans un cabinet pluridisciplinaire avec des chirurgiens orthopédistes, diététiciens du sport et kinés. Ok, donc l'idée d'aujourd'hui, c'est justement d'aborder ce sujet-là de la santé du sportif. Alors nous ici dans le Labo d'Hippocrate, on parle pas forcément de performance, mais on va plutôt s'atteler sur la santé du sportif amateur. J'aime toujours commencer justement les sujets par la définition même. On a plein de recommandations un peu de la HAS, de la santé publique sur l'activité physique, le sport qu'on doit faire dans une semaine. Comment toi tu définirais un sportif amateur? Un sportif amateur, pour moi, ce serait... Alors déjà, je définis sport et activité physique. Je dis pas aux gens faites du sport, je dis faites de l'activité physique. La grosse différence étant souvent les règles. Ouais. Dans l'activité physique, il n'y a pas forcément une règle, c'est-à-dire un chronomètre, un comptage de points. Donc pour moi, un sportif amateur, déjà, c'est quelqu'un qui est un peu compétiteur. Parce que quand on met le mot sport, on met un comptage de points ou de chrono ou autre. Compétiteur avec soi-même, pas forcément compète avec des médailles. Et voilà, mais en tout cas, il est, on va dire, self-compétiteur ou compétiteur. Donc c'est une notion déjà, il y a un petit peu d'assiduité là-dedans. Parce que quand on cherche le sport et pas que l'activité physique, il y a un peu plus d'assiduité. Donc pour moi, un sportif amateur, c'est pas une définition officielle. Dans ma tête, quand j'entends ça, je pense déjà à quelqu'un qui pratique 2 à 3 fois par semaine. Donc bien. Si on parle de quelqu'un qui pratique de l'activité physique, voilà, j'ai beaucoup de personnes de plus de 40-50 ans qui marchent, hein, parfois énormément. Donc voilà, pour moi, quelqu'un sportif amateur, c'est quelqu'un qui pratique 2 à 3 fois par semaine, au moins 3 quarts d'heure, 1 heure quand même chaque séance. Voilà, et qui a une visée quand même d'augmentation de charge, un minimum de performance, de progression. Ouais, Voilà. ouais, ça, je pense. Progression qui est essentielle, hein, parce que quand on parle santé, si on veut être en bonne santé, et d'ailleurs je crois que j'ai une vidéo qui doit bientôt venir à ce sujet-là, il faut quand même qu'il y ait un peu de notion de progression. Une erreur que je vois un peu souvent, c'est on fait une activité physique ou sportive, mais on oublie qu'en fait il faut monter un peu en charge. Mm. Ce qui est bien, on bouge le corps, mais à un bon moment on arrive à un palier où on ne progresse plus, et c'est dommage. Pour la santé, pour le muscle, pour la cognition, pour plein de choses, il faut un moment qu'il y ait un peu d'augmentation. Donc pour moi c'est ça le sportif amateur, c'est celui qui a un peu quand même de volonté d'augmenter, de progresser. Ouais, je pense que cette notion de progression, elle est hyper importante. Parce qu'en Essentiel, effet, dans indispensable. la Ouais. partie, j'ai fait un épisode avec le professeur Carré, on a parlé beaucoup de sédentarité, d'activité physique. Et justement, l'activité physique un peu du quotidien, mais c'est se garer plus loin pour marcher jusqu'à son lieu de S'arrêter à une travail. station de métro avant. Exactement, faire toutes ces choses-là, mais il n'y a pas cette notion de progression, de montée en charge Ouais. qu'on retrouve quand même quand on va justement faire un- un trail ou alors juste aller s'entraîner un petit peu et aller courir un peu plus vite, un peu plus longtemps Mm. chaque jour. Et avant justement d'aller un peu plus loin sur le sujet, il y a peut-être plein de gens qui nous écoutent et qui se disent bah oui, mais un épisode comme celui-là sur la santé du sportif, je suis jeune typiquement, j'ai pas forcément besoin d'avoir des informations sur ça, je fais mon sport et j'ai pas de risque pour ma santé en tant que tel. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Sur la consultation de médecine du sport, je pense que c'est quand même essentiel de s'informer, de prendre une information, même des fois moi je vois parfois des patients, j'en ai encore eu un hier, qui venaient me voir, hein, ils pratiquent en muscu, hein, c'est probablement une des pratiques les moins à risque en termes de nombre de blessures par 1000 heures de pratique, mais il est venu me voir, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il voulait éviter les blessures. Donc n'importe quel amateur, c'est intéressant de venir s'informer parce qu'on a énormément d'erreurs, même quand on pense ne pas faire d'erreurs, on en fait. Que ce soit sur l'alimentation,
sur les produits qui accompagnent, sur l'intensité à mettre, sur comment augmenter la charge, sur quel exercice faire. Il y en a qui sont plus ou moins adaptés aux débutants. Sur quelle forme d'activité physique faire. Et moi, j'aime bien voir les gens avant parce que je leur explique que c'est bien, justement, on en parlait avant, de mettre un peu d'intensité, de varier des sports qui mêlent agilité, force, endurance. Donc, et d'ailleurs, moi, je pense que la majorité de mes suivis, c'est des amateurs, hein. Ouais. Un médecin du sport, on a souvent un peu cette impression qu'on n'est pas tous au PSG en train de soigner Ousmane Dembélé. Je dois avoir 5-10% de professionnels sur les sportifs qui représentent 60-70% déjà de ma patientèle. Donc ça représente peut-être 1 à 2% de mes Ouais. patients, du haut niveau peut-être un peu plus, mais majoritairement c'est du sportif amateur que je vois. Et c'est eux qui se blessent le plus d'ailleurs, parce que le suivi est moins encadré, la nutrition, le sommeil, tout est moins encadré. Donc non, cet épisode, s'il y en a qui veulent regarder, il est à mon avis même beaucoup plus. La médecine sport est peut-être même plus pour les amateurs et pour les sportifs un peu du dimanche, entre guillemets. Et justement, est-ce que tu as des profils de personnes? Je pense beaucoup à ceux qui font rien la semaine et qui le week-end se défoncent. Ouais, Est-ce que c'est le genre de profils qui sont quand même plus se à risque défonce de en sport, tu veux blessure? dire. Ouais, oui, bien sûr. Pas se prennent une cuite, quoi. Ils sont plus à risque que ceux-là aussi, mais Ouais. plus à risque de blessures et de complications liées au sport ou pas? Je pense, j'avoue que, alors oui, dans une forme, c'est que souvent, en fait, cette façon de fonctionner va entraîner une forme d'urgence préparatoire dans les échéances sportives. Et cette urgence préparatoire va augmenter le risque de blessure. Le fait de vouloir se préparer sur des temps courts pour des échéances, parce que les gens s'inscrivent de plus en plus à des compétitions, des trails, des marathons. Les marathons, c'est devenu un truc. L'Ironman, tout le monde en fait. Mainstream, ouais. Moi, quand j'étais jeune, il y avait un grand-père qui avait fait ça, c'était un héros. Maintenant, on en voit partout. Et en fait, par exemple, s'inscrire à un marathon ou même un half Ironman et ne s'entraîner que le soir ou le week-end va entraîner une condensation d'un volume d'entraînement qui est à minima nécessaire. On est obligé de passer par au moins 6 heures d'entraînement, on va dire, ou 5 heures pour un half Ironman. Ça va entraîner une condensation, une augmentation du coup de cette urgence qui va créer le risque de blessure parce qu'on va devoir augmenter rapidement la charge sur des temps condensés. Parfois en sortant du travail, mettons le vendredi soir, on est fatigué, paf, on va aller s'enquiller 1 heure et demie d'une session de fractionné. C'est là où le risque va être, parce qu'il y a la fatigue, peut-être un sommeil qui était un petit peu altéré dans la semaine parce qu'on a des enfants, on a du travail. Donc cette façon de fonctionner, je pense, j'en suis pas certain parce que j'avoue ne pas avoir spécifié une littérature dédiée à ce sujet du mec qui fait tout le week-end et pas ailleurs, mais je pense que ça augmente, oui, parce que je le vois. Je vois que cette façon de fonctionner entraîne un risque accru de blessure. Encore une fois, c'est pas les gens qui sont à leur compte, par exemple, qui ont énormément de temps. J'ai une amie qui nous écoutera peut-être là, qui est photographe professionnelle, qui gère son temps comme elle le veut. Je pense qu'elle a moins de risque de blessure parce qu'elle peut gérer un peu sa préparation comme elle l'entend. Elle travaille, bien sûr, mais Mais voilà. Elle se défonce pas à l'entraînement le week-end et toute la. Voilà. Donc, mais bon, tout le monde n'a pas cette chance, donc je pense que c'est à risque, ouais. ouais. Tu vois de quel œil justement le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lancent quand même dans des défis sportifs Ah, ou moi comme tu j'adore dis, ça. le marathon, c'est de... Enfin moi, tu vois, j'ai fait mon premier marathon il y a genre 2 ans, 3 ans pour un défi personnel. Ben, depuis, en fait, j'ai plein d'amis qui en ont fait plein et je vois que ça se multiplie comme ça. Est-ce que tu trouves ça bien ou est-ce qu'à Ouais, l'inverse, c'est si, moi je trouve ça. démocratiser trop la... Non, on démocratisera jamais trop le sport et la compétition et la performance amènent aussi quand même une forme de formation à la compétitivité qui de toute façon est nécessaire à mon avis à la vie. Je pense que ça nous apprend une résilience, une discipline Ouais. qui nous sera nécessaire pour affronter n'importe quelle petite bévue qui peut nous arriver au travail, dans la vie perso. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de trop de démocratisation de sport. Par contre, juste prenons le temps de préparer, c'est tout. La seule chose que je veux dire aux gens, moi, c'est arrêter de vous inscrire à un marathon quand vous débutez le running, c'est tout. Ouais. Moi, ça fait maintenant 5 ans que je cours assidûment, je n'en ai toujours pas fait un. Je vais en faire un, mais je considère que je suis pas prêt. J'en ferai un peut-être dans 2 ou 3 ans. Que j'ai fait des 5K, des 10 km, je vais faire mon premier semi en montagne fin du mois de juin. Voilà, progressivement. Donc en fait, mon marathon, il viendra à un moment où je serai mature sur ma pratique sportive. Je risque pas de me péter de partout. Donc c'est juste prenons le temps. Si vous débutez le sport, n'ayez pas honte de commencer par un 5 km. C'est excellent, 5 km. Par un 10, voilà, c'est tout. Prenez le temps. Mais non, non, moi je suis ultra enthousiaste. J'adore la compétition et je pense qu'au-delà du sport, la compétition peut amener pas mal de qualités
mentale, à mon avis. Mm. Ouais, on peut ne pas l'aimer, c'est ok, mais voilà. Ouais, je pense que ça touche plein de sphères de la vie. Après, il y a un truc, je pense, qui est important aussi à retenir pour ceux qui nous écoutent, c'est que, comme tu as dit, en fait, 5 kilomètres c'est déjà bien. Et le fait de voir sur les réseaux plein de Bah, gens qui se lancent dans euh, des défis de faire un marathon en 2 mois j'en ou des peux trucs comme ça, plus, j'en peux plus c'est de un voir un problème, mec tu vois. qui commence le running et qui me dit, bah, je me suis inscrit à un semi en octobre. Ouais. Je dis, pourquoi cette urgence de faire un semi là? Tu Ouais, viens de mais parce que commencer. si tu fais pas de semis, t'es pas un coureur, tu vois. Ah T'es ouais. pas. Mais bah, ça a pas loupé, il a eu mal au genou, il m'a appelé 2 mois après. C'est un ami. Oui, parce qu'en plus, il courait, pour ceux qui connaissent un peu le running, en 4,30. Il avait commencé à courir 2 mois avant. Il me dit, je fais mes sorties en 4,30. Puis je dis, bah. Alors, il faisait du sport jeune, donc effectivement. Mais je lui ai dit, ça va pas tenir longtemps ton truc là. Ouais. Parce que tu vas commencer à avoir des gosses, ton corps vieillit, faut pas l'oublier. À un moment donné, il faut tes tissus vieillissent, ton nom et tout, on en reparlera, je pense, après. Mais... Donc voilà, prenons juste le temps, mais compétition à fond. Moi, je suis pour. Cet épisode est rendu possible grâce à Hippocrate. Hippocrate, c'est une application française de prévention santé créée avec des médecins pour remettre la santé là où elle doit être dans votre quotidien. Le principe est simple. Quelques questions courtes posées à différents moments de la journée pour aider à garder un œil sur son équilibre et sur sa santé sans charge mentale supplémentaire. Derrière les thématiques que vous voyez à l'écran, l'application propose une bibliothèque de recettes, d'audio de relaxation, de méditation, des fiches pratiques ainsi que de courtes vidéos d'activité physique à effectuer tout au long de la journée et à piocher en fonction des besoins du moment. L'ensemble est conçu en collaboration avec des médecins, des chercheurs, des coachs sportifs et des professionnels du soin. C'est gratuit sur Android et sur Apple, et le QR code à l'écran et le lien en description vous y emmène directement. Un truc auquel on ne peut pas forcément échapper quand on parle compétition, sport, tout ça, c'est justement le questionnement autour du certificat médical qui était Ouais, obligatoire. Alors ça a pas mal évolué, tout ça. Est-ce que tu peux refaire un petit point, savoir où on en est ouais. actuellement? Parce qu'il y a le c'est PPS, je crois. Je sais plus comment Comment il ça s'appelle, s'appelle. mais en gros, j'en ai eu 2 encore hier. J'ai encore du mal à me faire à ce nouveau système, que je trouve bien quand même, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est un petit peu l'athlète qui remplit un questionnaire. Il n'est plus obligé, en l'absence de facteur de risque, de passer par un médecin. Il remplit ce petit questionnaire de santé qui retrace quand même les grandes contre-indications. Voilà, si vous êtes essoufflé à l'effort, si vous avez des antécédents, du diabète, si vous avez fumé dans votre vie, tout ça. Moi, je trouve ça bien parce qu'on était quand même assez en retard sur le sujet. On était un des seuls pays où les mecs étaient obligés, les patients, de passer par un médecin. Euh, alors, ça forçait quand même, du coup, à passer par l'interrogatoire et l'examen médical. Mais je pense que après ce questionnaire, en fait, la personne aujourd'hui remplit son questionnaire et s'il met oui sur un des items, eh ben, il doit aller voir le médecin. Ouais. Et du coup, c'est voilà. Donc pourquoi pas? Moi, parce qu'à partir du moment où il y a oui, il faut voir le médecin et il va y aller et il peut pas, le club ou la compète va refuser. Si mais non, on va dire que de toute façon, c'est les questions que le médecin lui aurait posées en consultation auxquelles il aurait répondu non. Voilà, après il y a l'électrocardiogramme, on sait aujourd'hui que malheureusement, euh, l'électrocardiogramme, l'échocardiographie, tout ça n'a pas apporté une grande diminution du nombre de morts subites depuis 20 ans. Ok. C'est assez stable, 1 à 2 cas par 100 000 athlètes à peu près. Depuis les années 2000. Là où ça a énormément changé, c'était dans les années 80. Les Italiens avaient commencé par contre à intégrer tout simplement l'interrogatoire, le dépistage, le questionnement, la tension artérielle et le cœur, et l'auscultation. Ça avait amené un gros changement. Donc le risque d'arrêter de le faire, c'est de revenir en arrière. Donc il faut évidemment continuer à bien se dépister cliniquement, sur des choses simples. Il ne faut pas revenir aux années 70 où il y avait beaucoup plus de morts subites, un peu comme malheureusement certaines zones du monde reviennent en arrière sur certaines pathologies qui étaient guéries avec le vaccin, enfin qui étaient prévenues. Donc il ne faut pas revenir en arrière. Mais malheureusement, on n'arrivait plus à progresser dans cette prévention. Donc en fait, on s'est dit, est-ce que c'était utile? Et bah du coup, ce format me paraît bien. Et moi, je suis un peu un libéral de la santé. Moi, je considère que les gens sont responsables. C'est chacun, voilà, on est grand, on n'est pas là on n'est pas la médecine paternaliste où on dit aux gens, tu vas pas faire ci, tu vas faire ça. Ouais. Il répond, c'est un grand garçon, c'est une grande fille. Et oui, s'il a envie de mentir, bah il ment, mais c'est sa responsabilité, quoi. Moi, je peux pas être responsable pour tous les gens du monde s'ils ont envie de, voilà. Par contre, à partir du moment où ils viennent et qu'il y a un facteur de risque, là oui, attention, quelqu'un qui a fumé ne serait-ce que 5 ans, qui reprend le sport après 35-40 ans, qui a des facteurs de risque dans sa famille, qui a du diabète, qui a des symptômes, évidemment, qui a un peu de palpitation, c'est là qu'il faut former les gens. C'est attention, un symptôme, par contre, s'il y a le moindre symptôme, il ne faut pas le négliger. Petite douleur thoracique, petit essoufflement, petite palpitation, anormale par rapport à d'habitude, parce que
Voilà, donc tout ça doit amener à consulter. Mais ce nouveau système où en gros le patient ou le sportif ou la sportive prend ses responsabilités parce qu'on a vu qu'en fait ça ne servait pas à grand chose de dépister tout le monde. Voilà. Mais, et puis il y a le haut niveau. Passer un certain niveau, on recommande quand même voilà, l'électrocardiogramme que moi je fais entre 12 et 25 ans tous les 3 ans. Ça m'est arrivé de dépister une fois une tachycardie jonctionnelle. Je suis pas sûr qu'il était totalement asymptomatique, hein. Il a fini avec une ablation. Donc pour ceux qui ne savent pas, en gros, il avait un risque de trouble du rythme que j'ai détecté sur un électrocardiogramme. J'ai appelé le cardiologue, ils lui ont enlevé ce faisceau en plus qui était à risque. Ils lui ont fait une ablation parce qu'il avait un risque du coup de faire une mort subite pendant C'est toi, l'effort. un Kent que tu avais. Ouais, Ouais, j'ai eu pareil sur la médecine militaire. ouais, Pareil, dépistage de principe. Et totalement asympto. Ouais. tu te dis, waouh, Ouais. tu vois ça. Et là, pour le coup, tu te dis, en effet, Ça arrive une fois tous les 5 ans, mais je c'est ça. suis content de l'avoir fait. Et il faisait du sport à kayak à haut niveau. Euh, bon, voilà. Après, on n'arrivera jamais à zéro risque de mort subite. Et au-delà du dépistage, il y a surtout, je crois que le chiffre, c'était plus de 90% des cas récupérés sont liés en fait à la réussite des premiers soins. Ouais. Donc c'est surtout ça, former les gens aux premiers soins et à la récupération rapide, quoi. Justement, ce cas, enfin, en fait, on en entend toujours parler. Tu vois, tu as toujours des marathons. Il y en a eu à la Saint-Élion. Il y a eu un jeune médecin qui est décédé pendant un trail récemment aussi. Euh, c'est des choses qui font peur, la mort Ouais. subite du sportif. Est-ce qu'on a des causes exactes? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites post-mortem où on sait un peu ce qui se passe? Est-ce que il y a aussi, moi j'avais fait un- comment, un triathlon, j'avais médicalisé un triathlon et l'année passée c'était un gros coup de chaleur où le gars avait fini en réanimation pendant plusieurs semaines à cause de ça. Il faisait Euh, très chaud. il faisait très chaud et je pense qu'il y avait un problème génétique derrière de thermorégulation parce qu'il avait fait un coma sur la ligne d'arrivée. Ça avait été assez costaud. Et est-ce qu'on a justement des causes qui sont identifiées à ça? Ouais, alors on en a, mais pas encore assez. On a, je crois, près de 75% des décès subites du sportif qui sont pas, où on n'a pas de raison parce qu'on par manque d'autopsie. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que passé 35 ans, avant 35 ans, ce ne sont pas les mêmes causes. Après 35 ans, c'est en majorité cardiopathie ischémique, donc les artères coronaires qui vont se boucher, que le patient ou la patiente ait des antécédents ou non cardiovasculaires. D'où la nécessité, passé cet âge-là, en cas de reprise sportive ou en cas d'antécédent par exemple de fumeurs, il y en a beaucoup qui ont fumé jeunes et qui ont arrêté après, de se faire dépister à l'effort de ces petites Ok. lésions ischémiques, Donc qui test sont des d'effort. sortes d'infarctus d'effort. Voilà, donc Ok. des efforts. Et avant 35 ans, c'est majoritairement les cardiopathies hypertrophiques, donc c'est des cœurs hypertrophiques, hypermusclés, qu'on a depuis petit, qui ne sont jamais manifestés, mais qui peuvent un jour se manifester lors d'un effort, par un trouble du rythme lors d'un effort. Donc voilà, on a ces causes-là qui donc sont pas les mêmes après avant 35 ans. Peuvent parfois être dépistées en électrocardiogramme de repos, mais il y en a beaucoup qu'on ne voit pas, électrocardiogramme de repos. Donc c'est pour ça que c'est aussi essentiel, d'une, de respecter les 10 règles d'or des cardiologues du sport, notamment ne pas faire de sport après 35 degrés. Hein. Donc quand je vois que des Ironman à Nice se font sous 40, bah, il y a un risque. Parce qu'il y en a dans le tas qui, avec toutes les meilleures opportunités du monde, bah, ont une cardiopathie, on ne le sait pas, et on les met à risque. Euh, la pratique du triathlon est aussi à risque. Pourquoi? Parce que si la mort subite arrive dans la partie natation, c'est impossible de le voir. Moi, j'ai encore fait un triathlon ce week-end. C'est Hunger Games dans l'eau. Ouais. Donc, s'il y en a un qui te monte dessus, l'autre à côté, s'il y en a un qui coule, tu le vois pas. C'est Ouais. impossible. Tu es concentré à pas couler toi-même. Voilà, donc il y a ça. Donc, est-ce qu'il faudrait pas arrêter d'organiser des événements sportifs comme la canicule et peut-être les annuler tout simplement, même s'il y a des enjeux économiques. Enfin, voilà. Parce que ça fait partie. Donc, respecter ces 10 règles d'or du sport que j'invite tout le monde à aller regarder, qui sont facilement disponibles, et apprendre à voilà, sauver des vies par les soins de premier secours. C'est à mon avis, c'est au-delà du dépistage médical, c'est les deux choses à respecter. Les principales. Ouais, c'est vrai que là, on va arriver en plus à la période d'été, et c'est là où il y a quand même le plus de courses, le plus de trails et tout ça. Et justement, en cas de forte chaleur, il y a pas mal enfin, je vois sur les trails, ils sont quand même tous bien chargés en eau. Euh, Hydratation au max, c'est ce qui permettra le Ouais. plus d'éviter, on va dire, ce genre de choses-là. Ne pas faire de sport malade, hein, ça, on a eu Oui, un décès sur un Ironman d'une femme de 38 ans, il y a, je crois, dans les 10 précédents jours. Et d'après l'interrogatoire de l'entourage, elle a sorti un syndrome grippal, ouais. 3 ou 4 jours auparavant. Or, dans une de ces fameuses 10 règles, c'est ne pas faire de sport dans les 8 jours qui suivent un épisode fébrile ou avec des courbatures donc de type pseudo-grippal. Ouais. Et ça, je suis persuadé qu'il y en a plein qui le font.
Est-ce que Ouais. moi-même je l'aurais pas fait un jour? Je me dis, ça fait 4-5 jours, ça y est, c'est fini. Mais encore, il y a un risque, voilà, que Surtout quand tu t'entraînes depuis longtemps. Ouais, Ouais, clairement. Moi, ouais, oui, je comprends les gens qui n'ont pas vu, voilà, mais je pense que tout le monde ne respecte pas encore ces règles. Donc déjà, peut-être revenir à ça et l'été va approcher, voilà. Essayer de faire du sport tôt le matin, tard le soir. En tout cas, bah, là, ce week-end, déjà, je crois qu'on atteint les 34 degrés. Donc, ok. attention, on va pas aller courir à 2 heures de l'après-midi, quoi, tout Ouais. simplement. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Donc, moi, j'en parle souvent parce que quand j'étais petit et qu'on était malade, mon père, qui n'était pas du tout au milieu de la santé, il disait il faut aller faire du sport pour tuer le virus, Pour décrasser, ouais. Alors, je pour se pense que, décrasser. ouais, ça, je sais pas si c'est vérifié. Moi, j'ai toujours l'impression que marcher, oui, aller se bouger le corps, ok. Oui, Même s'il mais n'y a aucune preuve. Je trouve que c'est bien de faire circuler le sang, de pas. totalement. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand intérêt ou pas, j'en sais rien, mais attention, c'est pas pareil, sport et activité. Aller Ouais, marcher, faire ses courses, oui. Aller courir, faire un footing, non, parce que là, le rythme cardiaque va vite monter. ouais. Donc c'est juste éviter d'augmenter trop la fréquence cardiaque en fait. Il y a un risque de myocardite, enfin, Myocardite, myopéricardite péricardite, voilà. virale, et en effet, c'est des choses qui peuvent poser problème. Mais je comprends, tu vois, quand ça fait 8 mois que tu t'entraînes, t'es à 5 6 jours de ton syndrome grippal, bah, Ouais. tu dis j'y vais, quoi. Parce Ouais, que, ouais. Mais c'est vrai que ça fait mais peur, hein, mais bon, malheureusement, voilà, ça reste. Faut former les gens, ça reste quand même assez rare. C'est majoritairement, grande majorité des hommes. Très très majoritaire, largement des hmm. hommes. Donc voilà, pas oublier de faire dépister, respecter les règles simples et ne pas avoir peur non plus, ça reste Non. rare comme beaucoup de choses, hein. C'est le point important aussi, c'est de se dire qu'il y a quand même beaucoup plus de risques pour la santé à ne Ah pas oui. faire J'ai d'activité fait une vidéo physique et d'ailleurs du dédiée hein, sport. pour ceux qui me suivent sur le truc où je spécifie un petit peu que le risque, c'est pas de faire du sport, Ouais, c'est de ne pas se faire dépister, voilà, mais le bénéfice-risque est même pas discutable. ouais, clairement. Clairement, clairement. Et je sais que parmi ceux qui nous écoutent, il y a des tranches d'âge un peu plus élevées, et donc des personnes qui ont déjà des pathologies, type hypertension, diabète, des choses comme ça. Ça, pour ces personnes-là, il faut aller consulter. Mm. Une des peurs et des craintes qu'on peut avoir quand on a ces pathologies-là, c'est de se dire d'y aller trop vite, trop fort, et de Ils ont raison. ralentir. C'est quoi un peu la conduite à tenir, justement, quand on a des pathologies comme ça? Mis à part le fait d'aller voir son médecin du sport, ou un médecin, en tout cas, pour faire le point. Eh ben, je dirais effectivement déjà de varier l'activité physique. Moi, je recommande toujours à ces personnes-là d'avoir une activité physique qui va se tourner vers deux caractéristiques. La première qui est le renforcement musculaire. Je la mettrais même en premier. Et là, le risque de mort subite, qui est quasi nul. Le risque qui est sur la blessure musculaire. Donc, renforcement musculaire, très doucement. On commence progressivement. Ne pas avoir peur du ridicule. Parce qu'il y a toujours cette peur de se voir soulever une charge de 2 kilos. C'est pas Ouais. grave. Par contre, si vous voulez, pour votre santé et prévenir les blessures, il faut, on en parlait tout à l'heure, qu'il y ait un peu de difficulté. Donc, mettre des charges légères, faible amplitude au début si on n'est pas habitué. Là, on parle muscu, après je vais venir sur le reste, mais faible amplitude, faible charge et temps de repos, pas par exemple 2 séances d'affilée, 2 jours d'affilée. Hmm. Ça peut marcher, mais prenez des règles simples. Voilà. Et faire plus de la fréquence que de l'intensité. N'allez pas faire 2 séances de 1h30 dans la semaine, plutôt 3-4 séances de 20-25 minutes, c'est plus intéressant. Parce que la fréquence va permettre au tissu, tendons, os, cartilage, de s'adapter plus vite, sans risque de blessure, que de leur mettre une énorme charge en 1 fois ou 2 fois dans la semaine, où là le temps d'adaptation va être dépassé, et le risque de blessure. Donc privilégier la fréquence, d'ailleurs c'est pareil pour la course à pied, hein. Privilégier la fréquence, faible amplitude, faible poids. Là le risque de blessure. Donc musculation, allez-y, foncez, mais si vous respectez ces règles, aucun risque. Et un peu de difficulté, il y a ce qu'on appelle l'échelle de RPE de difficulté. Donc par exemple, si vous devez faire une série de 10, il faut que quand vous ayez fini, vous puissiez plus en faire que 2 ou 3. En dessous, on considère que ça sert presque à rien. Si vous pouvez en faire encore 5, Ouais. le muscle ne prend pas l'information le temps non plus, donc il y a peu d'intérêt pour la santé tendineuse, musculo-tendineuse. Donc un peu de difficulté, augmenter un peu chaque semaine, très progressivement. Voilà, en respectant ces règles-là, on prend peu de risques. La deuxième chose, c'est travailler l'endurance. On n'est pas obligé de courir, ça peut être de la marche. Si vous n'aimez pas courir, ça peut être aller marcher. Encore une fois, mettre un peu de difficulté. Donc comment? Incliner un peu le tapis, ou si c'est pas tapis, c'est dehors, on peut faire un peu de côte. Et toujours cette notion de progressivité. On n'est pas obligé d'aller commencer par 10 km le premier jour.
On n'est pas obligé d'avoir plein de gris-gris. Moi, je vois des débutants courir avec des chaussures carbone. Voilà, non, non. Commencez déjà tout simple avec des chaussures de chez Emmaüs, c'est parfait. Sauf si vous voulez courir ou là, vous vous équipez un peu. Mais donc, je dirais, voilà, progressivité, ne pas avoir peur du ridicule et fréquence. Ça, c'est très important. Plus la fréquence, parce qu'on a peur de ne pas avoir le temps. Et ben, franchement, prenez 3-4 fois 15 minutes. Je pense que 15 minutes, 20 minutes, c'est facile à caler. C'est beaucoup plus intéressant que forcément, si vous voulez vous mettre tout de suite 1 heure, bah, vous n'aurez pas le temps, donc vous n'irez pas, et donc vous en ferez pas longtemps. Le médecin, évidemment, en consultation, si vous avez plus de 35-40 ans, bah, pour le côté cardiovasculaire. Un médecin du sport, idéalement, pour le côté, voilà, expliquer justement tout ce autour, cette prévention des blessures. Et voilà, et puis c'est parti, quoi. Et alors, on sait qu'il y a aussi un bénéfice à mettre un peu d'intensité. Mais intensité, attention, ça veut pas dire, beaucoup ont peur, ça veut pas dire que vous soyez en train de vomir, ça veut pas dire crossfit forcément, c'est l'intensité pour vous. Peut-être que votre intensité, c'est juste monter en côte, vous êtes déjà à 150 de fréquence cardiaque. Donc voilà, c'est ça. Et par tranche au début, ça fait 3 minutes. C'est déjà bien de faire ça 2 fois 3 minutes. Et donc en fait, ne pas avoir peur de ne pas faire beaucoup. Voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de faire des grandes séances d'activité physique. Donc ne pas avoir peur c'est ça en fait, de faire des petites choses. Un point important, je pense, c'est le. Alors, pas mal de salles de sport, c'est aussi mettre un peu son ego de côté. Parce que le truc, c'est que dès le départ, on a envie de soulever beaucoup, parce que le voisin, il soulève quand même 10, 15, 20 Ouais, kilos de c'est plus que peut-être le nous. risque des réseaux et des salles de sport. Ouais. Exactement. Et c'est. Oubliez pas que vous faites ça pour vous, en fait. Et à partir du moment où on fait ça pour soi, eh ben, on va respecter cette notion un peu de progressivité et peut-être commencer bas, mais si vous progressez de 10% à chaque séance et que vous faites 2 séances par semaine, ben, au bout d'un an, vous aurez beaucoup progressé. Alors bah, ce 10%, justement, moi je trouve que c'est une bonne fenêtre d'observation. C'est pas scientifiquement encore complètement acté, mais en tout cas, je trouve que c'est le minimum requis. On sait qu'il y a peu de risque de blessure avec 10%. Vous allez voir, faites les calculs, augmenter de 10% le volume de course ou de muscu, c'est tellement ridicule que le risque de blessure est quand même faible, mais il y a quand même une augmentation. 10% par semaine, là le risque de blessure est quand même très diminué. Ouais, enfin, Donc 10%, ça me paraît être un chiffre que moi j'aime bien donner aux patients quand ils sont en reprise, en post-blessure. Ça leur donne parce que c'est vrai que sans chiffre, on peut pas. Donc si la semaine vous avez couru 5 km, et ben, la semaine d'après, ça fait 5,1 km, 5,5 km. 5 km et demi, ça paraît pas une grosse augmentation, mais pourquoi pas. hmm. Au moins, il y a peu de risques. Pour ceux qui nous écoutent, encore une fois, on a fait pas mal d'épisodes sur le sport, la santé du sportif. On a tourné avec Blaise Dubois, la clinique du coureur, Ouais. justement sur la course à pied. J'invite tous ceux qui veulent commencer à aller courir à écouter cet épisode parce qu'il est vraiment très chouette. Et il donne vraiment toutes les clés. Je pense quelque chose qui est pas mal négligé, tu en as un peu parlé, c'est la récupération. Parce qu'on pense activité physique, on pense le fait de justement faire ces séances d'1 heure par-ci par-là, faire mieux manger, toutes ces choses-là. Mais la récupération, elle est centrale. Ouais. Et je vois cette erreur trop souvent négligée. Alors moi, notamment, il y a une tranche de population, c'est un peu le jeune cadre qui fait du sport et qui a un travail sédentaire et qui, du coup, la récupération est nulle. Il y a le stress du travail, il a des enfants, on va dire un peu le bobo bordelais typique, Ouais. qui va faire, c'est pas péjoratif, hein, Non, non. mais qui va courir, parfois faire du crossfit, parfois faire de l'escalade, parfois faire préparer des triathlons, et qui à côté, bah, il dort pas trop parce qu'il a beaucoup de travail, il a des enfants, il va boire une petite bière avec les potes parce qu'il a envie de voir ses potes aussi. Et bah là, là, il y a l'intensité sportive, la sédentarité la journée et l'absence de récupération. Ouais, c'est combo gagnant là. Moi là, je travaille bien, hein, Ouais. dans ce contexte. Donc moi, dans ce contexte-là, j'ai énormément de blessures comme ça. Et parce que effectivement, on oublie que oui, boire une bière avec les potes dès le mercredi soir, aller coucher son gosse et se lever avec lui le lendemain à 6 h parce qu'il faut préparer le petit déj, et ensuite aller s'asseoir sur une chaise toute la journée pour faire une séance de crossfit le jeudi soir. Là, la récupération, elle est nulle, quoi. Ouais. Un exemple tout bête, mais moi, ma Garmin, des fois, quand j'ai fait une séance intensive, elle m'écrit à la fin il vous faut tant de récupération. 24 heures de récupération. Des fois, j'arrive, je dis oulala, ça va jamais être respecté, ça, les 24 heures de récupération. Même moi, j'y arrive pas. Donc, oui, c'est un peu négligé. Et il faut y penser, ouais. Parce que c'est très important. Mais c'est voilà, le mode de vie un peu urbain aussi, je trouve.
est un peu délétère dans la récupération. On a du mal à aller, beaucoup de gens ont du mal à aller profiter le soir sans aller se boire une petite bière qui est quand même Mm. délétère, c'est de l'alcool en post-récup, ont du mal à se dire je vais me coucher à 22 h en lisant un livre, alors que le sommeil est excessivement important. Ont du mal aussi à aller boire autre chose qu'une bière, tout simplement, une bière sans alcool ou autre. Euh, Toutes ces choses-là, moi j'ai essayé de les mettre en place depuis maintenant un an. Ouais, je sens énormément la différence. Ouais. Sur l'état de forme, c'est génial. Et ça, c'est pour les sportifs amateurs surtout, parce qu'on Mm. on dit oui, je suis pas un pro. Je suis pas un pro, j'ai pas besoin de ça. Mais c'est en fait justement le pro, lui, c'est déjà en place. Et, euh, et en fait, lui, il a pas besoin de jouer là-dessus parce que lui, il va jouer sur des petits trucs supplémentaires parce que lui, c'est déjà acté que son sommeil est bon, qu'il n'y a pas d'alcool, qu'il n'y a pas de ça. Moi, j'insiste là-dessus, surtout chez les amateurs, parce que Mm. c'est là où il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Et comment tu définirais ou quels conseils tu donnerais justement pour avoir une bonne récupération? Qu'est-ce que ça veut dire au final? Bonne récupération, c'est déjà adapté en fonction de l'intensité. Déjà, l'alimentation, en premier lieu. S'il y a eu de l'intensité, manger quand même des sucres derrière. Donc, sucre lent, sucre rapide. Ne pas avoir peur de sucre. Vous avez le droit de prendre une petit truc sucré après l'intensité. S'il n'y a pas eu d'intensité, des sucres plutôt lents. Mais voilà, bien manger, c'est quand même pour moi le principal pilier de la récupération. Ne pas hésiter à manger tout simplement, hein, ne pas faire de sèche quand on est en préparation d'une compétition par exemple. Ensuite, donc axé sur l'alimentation, je dirais le sommeil. Mm. Ne pas hésiter à se coucher tôt. Le sommeil avant minuit, intéressant. Et éviter les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Parce que ça altère la qualité du sommeil, la qualité de l'endormissement. Qui va donc, si le sommeil est perturbé, la séance de crossfit que vous venez de vous envoyer à 18 h récupère pas bien. L'hydratation, boire régulièrement pendant la séance de sport, plein de petites quantités, et continuer à boire toute la journée. Ne pas attendre d'avoir soif. Ça, l'hydratation, c'est. Voilà. Donc, hydratation, alimentation, sommeil. Voilà, je dirais que c'est les trois principaux piliers sur lesquels il faut axer sa récupération, ouais. Et tu parlais justement de la sédentarité comme Avant les quoi. gris-gris de type pressothérapie, Oui, je sais pas oui, là quoi. c'est vraiment le petit truc Ouais, du. ouais, ça c'est pour les. Hein. Déjà, mais je pense que déjà, si 95% des gens ne maîtrisent pas déjà alimentation, sommeil et hydratation, si on maîtrise ça, après, on peut aller chercher les petits gris-gris, les ventouses et les machins, Mm. et la cryothérapie, mais voilà. Ouais, c'est la base de la base. Et tu Ouais. disais justement que la sédentarité n'était pas quelque chose qui permettait une bonne récupération. Tu parlais justement du cadre que tu es sédentaire toute la journée et tout. Ouais. Ça c'est prouvé ouais, qu'on n'arrive pas à bien. Qu'on récupère pas Bah, pareil en tout disons, cas. ouais, là je parlais de la sédentarité au travail parce qu'en fait, on a fait une séance intensive et on s'assoit et il y a le stress et il y a l'écran. C'est souvent qu'il y a ça. C'est pas tant la position uniquement assise. Parce que ce qui serait intéressant, idéalement, si on a le temps, après une séance sportive, c'est d'aller se poser au calme, marcher à l'air libre, une petite sieste, on mange, on boit. Et voilà. Bon, bah, malheureusement, On peut pas. ça serait un peu pour moi l'idéal. On médite, on se met à l'écart du bruit, à l'écart de l'écran, à l'écart des stimulus visuels intensifs. Donc voilà, l'idéal pour moi, ce serait au bon moment, j'en fais la sieste. Ça, pour moi, c'est la récupération idéale. C'est pas toujours possible. Donc il faut réussir à caler un petit peu ces séances de sport en fonction de ça. Une séance de sport en sortant du travail où après on va rentrer, manger, lire, passer du temps avec ses enfants et dormir, bah, c'est pas mal. Mais qui fait ça? Moi je pense qu'il y en a beaucoup qui sortent du travail, ils font leur séance. Parfois on va boire une bière avec les potes. Parfois on va se mettre ensuite à scroller sur le téléphone et se coucher tard. Mm. Bah là, ouais, tu vois, déjà, sur deux personnes qui ont fait leur sport à la même heure, les deux façons de récupérer vont pas être les mêmes. Se décoller du téléphone, c'est très important parce qu'on a besoin aussi, le cerveau a besoin de se reposer. Pas que le corps. Donc, après, est-ce que c'est prouvé que. Oui, je pense qu'aller s'asseoir sur une chaise après avoir bougé le corps, c'est pas la meilleure manière. Malheureusement, on n'a pas le choix. Des fois, selon le travail. Donc, essayer de limiter ça en allant casser les moments de sédentarité dans la journée. Peut-être achetez-vous un bureau qui surélève où on a un tapis de marche, par exemple. Moi, c'est un truc que je compte faire. Se déplacer, se lever régulièrement, faire 3 squats ou 4 squats entre deux rendez-vous, entre deux. Voilà. Il faut. Voilà, sinon, effectivement, je pense que cet extrême entre bouger, pas bouger, est pas très bon. Mm. Pas très, c'est pas la meilleure manière d'être sportif. Bon, voilà, après, chacun fait comme il peut. Faut pas oublier qu'on n'est pas tous Instagrammeurs et qu'on beaucoup de gens ont des C'est vrai, travaux de effectivement. bureau et voilà quoi. Ouais, je pense qu'il faut aussi se rendre compte, on en a parlé justement avec le professeur Carré, du sportif sédentaire, où justement il a au final les facteurs de risque quand même assez conséquents de développer des maladies liées à Ouais, la sédentarité, malgré le fait qu'il fasse peut-être 1 heure de sport
dans la journée. Je sais plus. Moi, je conseille toujours de casser d'abord la sédentarité avant de vraiment faire du sport. Je pense qu'on y gagne plus à Clairement. aller atteindre un certain nombre de pas par jour. Alors, 10 000 ou pas, on s'en fout, ça peut être Ouais. 8, 10 ou ça dépend de ce qu'on fait à la base, hein. Augmenter son nombre de pas, arrêter les ascenseurs escalators. Moi, les escalators, ça c'est un Ouais, truc. faut que vous voyez François Carrère, vraiment, c'est sa bataille aussi. Ça, ces escalators, Ça, les trottinettes c'est électriques. une honte ces escalators. Chaque fois que je suis à l'aéroport, au train, je comprends pas ce système qui nous permet d'aller d'un point A à un point B en étant debout à rien faire. Ouais. C'est incroyable ce truc. Alors, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, ok. Mais c'est 95% qui sont dans l'escalator, c'est pas ça, hein. Non, clairement. C'est des gens comme toi et moi, avec un petit sac à dos, ils sont là, ils attendent Mm. que le truc avance pour eux. Puis c'est un truc de fou ça quand même quand on y pense, non? On attend qu'on avance. Et des fois à plat. Parce qu'en Ouais, des fois, montée, à ouais, la ça me fait limite penser en à ça. montée, je le fais pas non plus. Au contraire, je trouve que c'est une chance d'aller dépenser un Ouais, peu de bouger ses jambes en montée. On va complètement. travailler le quadri, on va travailler le. Mais en descente, allez, à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, là, on descend pour aller prendre Mm. les voies d'en bas, là. Tu vas voir tout à l'heure, regarde l'escalier. Moi, je fais souvent cette story, je la fais à peu près une fois tous les mois, où il y a l'escalier qui est vide. Ça, c'est une honte, franchement. L'escalier est vide, l'escalator est plein. Les gens sont capables d'aller s'entasser dans Ouais. l'escalator, de faire la queue. What? Mais what the fuck? Ouais, Et ils sont là, et après, c'est ils vont vrai. se mettre l'escalator qui va descendre. Mm. Voilà, non, moi, ça, Sur c'est le un truc. téléphone en même temps et Ça, tout. c'est un des trucs qui me. Je suis pas nerveux comme lui, mais ça, c'est un truc qui m'énerve Mm. vraiment. Ça, je comprends pas, Mais quoi. en fait, D'où ça vient ce truc d'ailleurs? De qui c'est qui a inventé ça? mais Ça je devrait pense être que pour les gens c'est. qui sont handicapés, ça, quoi. Je sais pas. Je pense que c'est la recherche du moindre. Enfin, quelqu'un qui a saisi un peu la recherche du moindre effort des Mais gens. voilà, Et... donc d'abord faire cet Ouais. effort-là, avant d'augmenter les heures de crossfit et d'aller préparer des marathons. Déjà, prenez les escaliers, arrêtez-vous une station de métro avant, prenez le vélo au lieu de la voiture, au lieu des transports en commun, ou alors prenez un transport en commun où il y a un arrêt qui est un peu loin, ça vous force à marcher. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, hein, Mm. beaucoup de choses à faire. Ouais, j'ai discuté ça aussi quand on a fait l'épisode sur l'obésité, où on parlait justement du rôle de la société dans l'apparition de ces pathologies-là aussi, avec une société qui met en avant justement tu vois, des escalators, le fait de faire le moins d'efforts possible et toutes ces choses-là, et ben on se retrouve notre cerveau est plutôt bien fait, il cherche à s'économiser, mais le problème c'est que on finit par ne pas profiter de ces moments-là pour Et bouger, quoi. donc, pour ceux qui ont des enfants qui nous écoutent, préparez la société de demain en montrant à vos enfants comment Ouais, faire. Ça, c'est montrer important l'exemple. parce que si on veut pas que la société de demain soit comme celle d'aujourd'hui, ceux qui ont des enfants, c'est les parents qui sont aujourd'hui essentiels. C'est n'emmenez pas vos enfants au sport. C'est faites du sport avec eux. Genre, moi, j'emmène ma fille à l'escalade, par exemple. Je donne un exemple. Je suis désolé, je reviens beaucoup à moi, mais c'est parce que je donne des exemples que je constate. À l'escalade, les parents mettent leurs enfants dans le truc d'escalade et ils se mettent sur leur ordi ou sur leur téléphone pendant que l'enfant grimpe. Moi, je grimpe avec elle. Elle est Ouais. en train de grimper, bah, je grimpe avec elle. Au contraire, c'est un moment En de. plus, c'est un moment Je chouette, tu découvre un vois. sport, c'est sympa. Pourquoi se mettre sur son téléphone pendant que votre enfant est en train de grimper? Prenez, louez la paire de chaussures d'escalade à 7 balles de chaussons et descendez au bloc en bas pendant que votre fille est avec le moniteur. Mm. Allez découvrir un truc. Vous n'êtes pas non plus, on n'est pas non plus Premier ministre, on va pas me faire croire qu'on est tous obligés d'être sur notre téléphone, tout là, genre, enfin, je veux dire, moi je suis quand même déjà très occupé, je peux lâcher mon téléphone, je suis pas obligé d'envoyer des mails à toute heure, ça c'est une manière de se trouver occupé aussi, pour ne pas faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le sport. Et je pense qu'il y a quand même une manière de se vouloir occuper pour ne pas faire les choses importantes parfois, faut pas abuser. Donc voilà, il faut apprendre à ses enfants à faire. Quand je t'ai dit hier que les gens sont assis dans l'escalator, j'ai dit à ma fille, non, tu me donnes ta valise, on va prendre l'escalier à côté. Elle a 5 ans, elle va apprendre à prendre l'escalier. Mm. L'escalator, pour moi, je vais le détruire, l'escalator, c'est pas normal ce truc. Ça devrait pas exister, quoi. Mais voilà, donc donnons l'exemple à nos enfants, c'est parce que c'est eux qui seront demain les non-sédentaires, je l'espère. Ouais. Il faut transformer cette société en partant à la base, c'est-à-dire les gosses, quoi. Enfin, je pense qu'il y a aussi, prenons exemple de nos enfants. Il y a un côté où eux voient le mouvement aussi comme un jeu, comme quelque chose Ouais. de. Alors que nous, on voit ça maintenant comme un effort, comme quelque chose de. Alors qu'en fait, si on reprend un peu notre âme d'enfant qui est, quand on est petit, on aime grimper partout, faire plein de choses, Ouais. bouger dans tous les sens. Bon, je vous dis pas, voilà, si vous êtes en costard ou baladez dans la rue, allez pas sauter par-dessus des plots. Mais voilà, essayez de retrouver un peu ces choses-là parce que il y a. Ce n'est pas un effort en fait. C'est pas censé être un Ouais, il effort. faut retrouver le plaisir de bouger, ouais. Moi, je pense qu'il faut aller chercher la moindre excuse pour bouger maintenant, à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, c'est la moindre excuse pour pas bouger. Maintenant, il faut se trouver la moindre excuse pour bouger. La boulangerie là est fermée, bah tiens, c'est pas grave, je vais aller à celle qui est un peu plus loin. Je suis même content qu'elle soit fermée des fois. Je me dis, j'aime bien me rajouter des pas maintenant. Le midi, des fois, je préfère aller passer mon midi à marcher. Je fais exprès d'aller loin pour chercher à manger.
et de plus me faire ma gamelle. Parce que en fait, si je fais ma gamelle, dans ma pause du midi, bah, je bouge pas. Hmm. Or, j'ai un travail quand même sédentaire. Comme Ouais. toi, enfin, toi, tu es aux urgences, c'est un peu différent, mais pour les médecins libéraux, bah, du coup, des fois, je me dis, oh, c'est bien, j'ai oublié ma gamelle, c'est parfait. Comme ça, je vais à la Carrefour City qui est à 15 minutes à Pâtes, 15 minutes aller-retour 30. Je vais manger en 5 minutes, c'est pas grave. On peut pas être parfait, mais il faut trouver un peu ce qui est le moins imparfait. Et en l'occurrence, voilà, donc trouver ce qui est adapté à vous, à votre façon de fonctionner. Là, j'ai donné un exemple à moi, ça peut être différent, Hmm. mais trouver la moindre excuse pour bouger. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est. Alors, on entend tout et son contraire. Je t'avoue que même moi-même, quand les gens m'en parlent au cabinet, je suis pas en mesure de donner une réponse, parce que j'en sais pas grand-chose, sur les étirements autour des séances de sport. Est-ce qu'il faut les faire avant, après? Est-ce que ça améliore la récupération? Est-ce qu'au contraire, ça sert à rien? Alors, Qu'est-ce ouais, qu'on a comme données dessus? sujet hautement complexe et polémique. Pourquoi? Parce que il y a une discordance, on va dire, entre l'observation sur le terrain et ce qu'on lit dans la science. Pour l'instant, dans la science, les étirements clairement n'ont montré très peu, voire quasiment pas de bénéfices en récupération. Ok. Euh, Ils ont montré même parfois en préparation d'une séance, parfois une baisse de diminution des capacités, notamment dans les sports où il y a de la puissance et de la force. Parce qu'en augmentant l'élasticité du tendon, on sait que la force d'un tendon est liée à sa capacité de raideur, justement. Plus un tendon est raide, plus il est fort, Hmm. plus il peut développer de puissance. Donc si on l'assouplit avant, on perd en puissance. Donc on ne le recommande pas, en tout cas les étirements passifs, aujourd'hui, à l'heure actuelle, avant le sport, si on veut en faire ce qu'on appelle plutôt les étirements dynamiques. Donc ça va être par exemple en mouvement, quoi. En bougeant un petit peu, on tend la jambe, on bouge, on fait des montées de genoux, on vient, tu sais, faire voilà, c'est histoire de réveiller le corps. Pas un grand Ouais. intérêt, mais en tout cas éviter les étirements passifs avant, dans les sports où il y a de la force et de la vitesse. Par contre, en fait, il faut individualiser l'analyse. Si un sport, si on est face à une sportive ou un sportif dans lesquels il a de grandes amplitudes articulaires à aller chercher, et ben là, comme la gymnastique par exemple, ou je sais pas, le karaté, les étirements vont être. Le gain de mobilité par l'étirement musculaire est excessivement important. Chose qui ne va pas être moins important chez un sprinter, qui lui va vouloir développer de la force avec son tendon d'Achille, Hmm. et son tendon quadricipital et rotulien. Donc en fait, il faut individualiser selon le sport. Si on est un sport avec des recherches de grandes amplitudes, c'est intéressant. Mais vu qu'on a dit tout à l'heure, peut-être pas avant l'effort, ce qu'on recommande aujourd'hui, c'est de le faire à distance d'effort, d'avoir des séances d'étirement dédiées sur des jours où loin d'un entraînement. Voilà, 15-20 minutes d'étirement, mais un jour où on ne fait pas de travail de force, où on fait autre chose. Mais par contre, on n'a pas montré de bénéfice sur la récupération. Et attention à ne pas faire d'étirements trop intensifs au moment de courbatures, parce que les courbatures, ce sont des micro-lésions. On pourrait, en venant étirer trop, parce que ça ne diminue pas la survenue de courbatures. Ça aussi, Hmm. on le sait aujourd'hui. Vous pouvez vous étirer autant que vous voulez, ça ne changera pas. On en reparlera peut-être après, mais diminuer les courbatures, c'est tout simplement en essayant d'y aller progressivement au début. C'est surtout ça. Mais ça ne diminue pas le. Voilà. Donc c'est très controversé parce qu'on sait que la perte de mobilité est à risque de blessure. Et pour autant, on n'a pas trouvé que parfois les étirements dans la littérature diminuaient le risque de ces blessures, pour lesquelles on a mis en évidence que le facteur de risque était la Ok. perte de Ouais, mobilité. donc c'est hyper Donc en fait, complexe, pour quoi. l'instant, la littérature n'arrive pas à suivre ce qu'on voit sur le terrain. On sait que par exemple, je sais pas, la périostite, un des facteurs de risque identifiés dans la littérature, c'est la perte de mobilité de hanche. Pour autant, on n'a pas remarqué encore qu'en augmentant la souplesse de hanche, en faisant faire les étirements de hanche On et limitait. en limité la périostite. Ouais. Est-ce que les études sont bien faites, mal faites? Est-ce que les protocoles d'étirement sont bien faits dans les études? Peut-être que ce n'est pas encore parfait. Voilà, donc les étirements, mais par contre, on sait qu'avoir des articulations souples peut quand même apporter beaucoup de soulagement, peut améliorer quand même la longévité d'une articulation. Donc moi, je trouve intéressant d'en faire, mais à distance des séances de sport, pas après une séance intensive où on a des courbatures, et plutôt dynamique et pas passif avant. Voilà. Et si ça fait du bien, bah allez-y, ça fait du bien. Hmm. Mais voilà. Et, euh, et progressivement, hein, on peut se blesser en faisant des étirements. Donc toujours Oui, progressivement une aussi. déchirure ou des choses comme ça. Ouais. Donc voilà, ça ne sert pas à grand-chose par récupération. C'est intéressant pour gagner de la mobilité, gain de mobilité qui peut être intéressante pour limiter certaines pathologies et pour la performance dans certains sports à grande amplitude. Ok, très bien. Bon, ceux qui nous écoutent là, ils ont plein d'infos. C'est chouette. C'est un peu disparate, mais bon, c'est vrai que la science même des étirements est encore en pleine évolution. Oui, Donc je pense que dans les années à venir, on aura quand même peut-être des des études informations mieux faites avec des supplémentaires. protocoles, voilà. Ouais.
Mais c'est sûr que c'est pas facile de faire des études où alors il va falloir. Il faut des vrais protocoles Mais voilà, on d'étirement, peut des pas dire choses. à un gymnaste de pas s'étirer, ça sert à rien, parce que c'est le nœud même de sa Hum. pratique. Il y a des gymnastes qui s'étireront juste après ou avant leur séance, ça ne changera rien. D'autres, ce sera moins bien. Donc, individualiser en fonction du sport, de la personne, de l'intensité. Voilà, il y a comme plein de paramètres, je pense qu'il faut individualiser surtout. Ouais. Hum. Si cet épisode vous plaît, si vous apprenez de nouvelles choses sur la santé du sportif amateur, eh bien n'hésitez pas à le partager autour de vous, ainsi qu'à mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez ou un like si vous êtes sur YouTube. Cela nous permet d'avoir toujours plus d'invités exceptionnels et de poursuivre la vulgarisation en santé grâce au labo d'Hippocrate. Un point sur lequel j'aimerais revenir, pour ceux qui nous écoutent, qui vont commencer une activité physique, j'en suis sûr, ou du sport après nous avoir écoutés, c'est les signaux d'alarme. Si tu devais nous en donner quelques-uns à quelqu'un qui commence justement l'activité physique, qu'est-ce qui doit lui faire se dire « Oh là, il faut que je stoppe, il faut que j'aille consulter avant de continuer ». Alors moi, je dirais que déjà, si on est débutant, la moindre douleur doit être écoutée quand même. Parce qu'un débutant ne saura pas quelle est, entre guillemets, une douleur qui peut être laissée de côté ou pas. Donc la moindre douleur, mieux vaut consulter un peu pour rien un médecin du sport au début pour justement ensuite faire cette éducation thérapeutique et comprendre ce qui est tolérable ou pas. Mais évidemment, on va mettre l'accent sur le côté cardiovasculaire. Donc palpitation. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'en faire, attention, hein, l'augmentation du risque cardiaque ne doit pas donner de palpitations. Les palpitations, c'est quoi? C'est la perception anormale de sa propre fréquence cardiaque. Que ce soit parce qu'on la sent trop fort ou parce qu'on la sent irrégulière. Ça doit amener à consulter. Douleur thoracique, évidemment, là on négocie pas aussi. Il n'y a pas de ouais, c'est un peu à droite, à gauche. Douleur thoracique, elle est forte, on consulte et ensuite on fait le point. Sensation d'essoufflement anormal. Encore une fois, c'est quoi l'essoufflement anormal? C'est normal d'être essoufflé après un effort. Mais si on a une sensation, pas juste d'augmentation de la fréquence respiratoire, mais on n'arrive pas à reprendre son souffle, alors qu'on est sur un effort qui n'est pas censé donner... Alors si vous êtes débutant et que vous êtes essoufflé en courant vite, à par exemple 12 km/h, c'est normal. Mais si en montant les escaliers, c'est moins normal. Ça peut être parce que vous êtes déconditionné, ça peut être parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc je dirais que l'essoufflement quand même, déjà s'il vous perturbe, à partir du moment où il vous perturbe, c'est que vous ne le sentez pas normal. Je pense qu'il est assez facile de faire la différence entre Je pense, ouais. je viens de courir et je suis essoufflé, et si on sent que c'est bizarre, j'ai du mal à reprendre mon souffle, si ça vous inquiète, pour moi déjà c'est un critère de consultation. Je ne saurais pas dire quel est un essoufflement normal ou anormal, parce qu'on peut être déconditionné et être essoufflé en courant 25 mètres. Donc je dirais que si vous inquiète, il faut consulter tout simplement. On est là aussi pour faire de la prévention. Hein. Donc voilà, et toute douleur, et sur le plan musculo-squelettique, douleur tendineuse, douleur articulaire, il ne faut pas hésiter à consulter. À mon avis, en tant que débutant, il vaut mieux consulter, parce que si vous êtes débutant, ça veut dire que de toute façon, il y a une éducation thérapeutique à faire, et pour vous apprendre qu'est-ce qui est bien ou pas bien dans le sport. Ouais. Et justement, la douleur, c'est un truc. C'est moins le cas maintenant, je trouve, mais il y a une certaine époque, c'était pas mal le no pain, no gain. Donc il fallait avoir mal. Si t'avais pas mal, c'est que t'avais pas fait une bonne séance et il fallait passer au-dessus de sa douleur et tout. Je pense aussi aux entraînements d'endurance type trail, tout ça, où la douleur fait. Enfin, le fait de chercher à surpasser la douleur fait partie du kiff aussi. J'écoutais Mathieu Blanchard, je crois, Ouais. c'était récemment, qui disait qu'il a rarement passé des périodes de sa vie où il n'avait pas de douleur. Mais c'est Mathieu Blanchard. Mais voilà, donc j'ai eu peur à un moment que les gens en écoutant se disent oh bah voilà, lui il a bien eu mal toute sa vie. Alors donc, non, attention, il ne faut pas confondre la pratique de haut niveau et d'un compétiteur habitué à quelqu'un de lambda. Je ne pense pas qu'il faille s'habituer à la douleur. Je pense qu'encore une fois, il faut être nuancé. Il ne faut pas dramatiser une douleur. Il est normal de temps en temps d'avoir des alertes, parce qu'on ne maîtrise pas toujours bien les paramètres d'augmentation progressive, on ne maîtrise pas toujours bien les paramètres lorsqu'on prépare une compète, donc c'est normal d'avoir des signaux d'alerte. Et ces signaux d'alerte doivent être écoutés, parce que par définition, c'est une alerte. Hein, quand vous avez un voleur qui rentre dans votre maison, vous n'éteignez pas l'alarme quand ça sonne. Vous vous levez pour voir ce qui se passe, a priori, j'espère. Bah là, c'est pareil, il faut regarder qu'est-ce qui se passe, sans dramatiser, tout simplement. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, c'est que vous avez une petite douleur qui ne sent pas vous inquiéter, vous vous dites, j'ai pas envie de consulter. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est se donner 2-3 jours de repos. Attention, ne pas de déconditionnement brutal, c'est pas on arrête de rien faire pendant un mois. On se donne 2-3 jours, 4 jours, 5 jours, la douleur disparaît, on réessaye ce qui nous a fait mal,
mais à moindre degré, et on voit ce que ça donne. Là où une douleur doit inquiéter, c'est si elle augmente pendant la pratique. Si elle augmente. Si elle est stable à 1 ou 2 sur 10, je dirais que c'est pas très grave, on peut essayer de la gérer. Si par contre elle vient à réaugmenter plus tard, voilà. Si elle augmente pendant ou un moment dans la vie de votre pratique, je pense qu'il faut consulter. Il y a l'intensité, je dirais qu'au-delà de 3-4 sur 10, il faut consulter. Euh, Mais du coup, je dirais qu'une douleur qui est... voilà, vous avez fait votre pause, vous avez repris votre sport d'avant qui vous faisait mal, la douleur est là, mais à 1-2 sur 10, pendant 3-4 mois, elle est à 1-2 sur 10. On peut consulter sans urgence pour se faire un avis, mais a priori, elle n'a pas l'air d'être grave. Par contre, il faut l'écouter, c'est-à-dire voir comment l'adapter. Il y a quand même un signal. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que je dois rééduquer? Est-ce qu'il n'y a pas un muscle qui ne fonctionne pas bien? Est-ce qu'il n'y a pas une articulation qui est pas? Est-ce qu'il n'y a pas des chaussures à changer? Donc, consulter, mais sans paniquer. Voilà, donc l'augmentation de la douleur, la cinétique d'évolution, l'intensité de la douleur qui n'est pas toujours parlante parce qu'on n'a pas tous un même ressenti, mais quand même l'intensité, c'est pas la même à 1 et à 7 sur 10. Clairement. Voilà. Surtout si elle vous oblige à arrêter, quoi. Et voilà, donc là on est sur une intensité. Ah, si c'est obligé à arrêter, voilà. Mais voilà, moi, un conseil si vous voulez un peu, parce qu'on ne peut pas toujours avoir des rendez-vous avec un médecin en 3-4 jours, donc un conseil que je peux donner en cette période de pénurie médicale, c'est ce petit truc qui marche quand même très souvent, c'est arrêter jusqu'à temps que la douleur démarre, refaites l'activité qui vous a fait mal, mais à moindre amplitude, moindre intensité, moins longtemps, et voyez ce que ça donne, sans prendre d'anti-inflammatoire, parce qu'il faut quand même, encore une fois, n'éteignez pas l'alarme, écoutez-la, sans prendre d'anti-inflammatoire, et voyez ce que ça donne. Et là, déjà, on a une bonne façon, je trouve, d'apprendre à travailler avec son corps, et si là ça revient, bon bah voilà, constatation. Ok. Je trouve que c'est une façon de faire qui est pas mal, moi, dans le milieu sportif. Quand on peut pas avoir malheureusement le médecin du sport. Moi, j'ai des délais de max 2 semaines, mais C'est honnête. ouais, C'est très je suis honnête. toujours plein, mais jamais à Mais- plus de 2 semaines. Je sais pas comment ça, mais ça Bah, marche c'est bien. cool. En vrai, Alors c'est j'ai des chouette, hein. collègues dans le bassin d'Arcachon, c'est 3 mois. Ouais. Oui, c'est vite fait ce qu'on aurait à se dire. Et c'est vrai que tu as fait le point des anti-inflammatoires et des antidouleurs. C'est quelque chose qu'on avait parlé avec Blaise aussi. C'est important, en fait, de garder un peu cette douleur-là. Parce que, comme tu dis, c'est un peu le signal d'alarme de se dire, mais Ouais, là, ce que je demande à mon corps, c'est trop par rapport à ce qu'il est en mesure d'encaisser. ouais, moi les anti-inflammatoires, je pense que c'est. Enfin, de toute façon, chez les sportifs, pour moi, c'est Ouais, faut, c'est faut pas en niet, hein. prendre. Alors, Ouais. ça m'est arrivé une fois d'en prendre, moi, c'était pendant un triathlon l'année dernière. Parce que je me suis dit, j'avais trop peur d'avoir mal au dos sur le vélo, chose qui m'est arrivée l'année dernière. Et avec la préparation que j'avais faite, je voulais pas m'arrêter en plein. Donc je l'ai pris à la transition, sur ma transition natation vélo. Juste avant de monter sur le vélo, je me suis pris un anti-inflammatoire, j'ai pas eu mal. C'est un risque que j'ai considéré maîtrisé. Parce que je le fais une fois dans ma vie, parce que c'était pour une compète, parce que je savais que 40 km, ça allait pas non plus me flinguer le dos. Attention à pas faire ça du 20e au 90e kilomètre par exemple. Bon, voilà, à mon avis, le retour est un peu dur après. Mm. Donc non, c'est pas bien, mais bon, ça m'est déjà arrivé de dire à un patient, écoutez, en fonction du profil, si je vois que c'est quelqu'un de raisonnable, qui va le faire parce qu'il veut pas bousiller sa prépa, parce que voilà, avec parcimonie, comme ça, sous conseil médical, faut pas non plus, il y a aucun risque, hein. En l'absence de facteurs de risque gastrique, évidemment de saignement ou de problématiques rénales, il n'y a pas de risque. Mais il faut que ce soit sur conseil médical, mais sinon, dans 99% des cas, les anti-inflammatoires pour la douleur dans le sport, euh, en faisant du sport, c'est niet. Mm. Privilégiez plutôt le paracétamol, pourquoi? Parce que les deux vont masquer la douleur, mais l'un va agir juste sur le signal douleur, le Doliprane. L'anti-inflammatoire va carrément agir sur le processus de cicatrisation qui est l'inflammation. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de ne pas en prendre en fait. Ouais, complètement. Et il y a aussi le côté, moi je me rappelle un patient que j'avais vu aux urgences, et souvent c'est chez les ultra-trailers ou les coureurs de très longue distance qui finissent par avoir un peu de lise musculaire et qui arrivaient Ouais. avec une fonction rénale dans les chaussettes Ouais. parce que prise d'anti-inflammatoire. Pas d'hydratation, il fait Exactement. chaud. Ouais. CPK au plafond, et là, J'avais lu une étude qui était interrogative sur la prise de départ d'un Ironman. 23 ou 25%, presque un quart, de ceux qui étaient au départ avouaient avoir pris des antalgiques ou anti-inflammatoires juste avant le départ, dont beaucoup des paliers 2, X-Prime notamment. et ils font des Ironman sous tramadol. Ouais. Ouais. C'est sport, hein. Alors c'est sport, mais l'effet du tramadol n'est pas le même chez tout le monde. Il y en a que ça sédate un peu, d'autres que ça enjaille un peu, Ouais. mais après il y a le retour de bâton. Mais ils se disent, voilà, le retour de bâton va arriver en fin d'Ironman. Ouais, ok. Mais oui, cette idée montré qu'il y en a qui étaient sous Extreme parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir mal quelque part et ils le prenaient. Ouais. Donc bon, c'est pas Ouais. l'idéal, mais bon.
Non, c'est pas l'idéal, clairement. T'as Je ne abordé, recommande pas. T'as abordé rapidement le sujet tout à l'heure des courbatures. Pareil, on entend un peu tout et son contraire dessus. Ouais. Moi, quand j'ai commencé le sport il y a 10 ans en salle et tout, on me disait une bonne séance de musculation, c'est une séance où tu n'arrives plus à marcher le lendemain ou alors tu as les bras bloqués comme ça. Ouais, ils en disaient des conneries, nos Ouais. aînés, ouais. Mais bon, Euh, ils le savaient pas, on aurait probablement dit les mêmes à leur place aussi, hein. Qu'est-ce que c'est les courbatures? Est-ce que c'est essentiel pour valider le fait qu'on a fait une bonne séance, que ce soit de la course à pied, du Non, je dirais renforcement? même que c'est qu'il y a eu une erreur entre guillemets, dans la séance, c'est qu'elle a été peut-être trop intensive Ouais. par rapport à ce que votre corps aurait dû faire. C'est souvent, bon, tout le monde le sait, quand on reprend un sport, quand on n'a pas fait depuis longtemps, quand ça a été un peu plus intensif que d'habitude. Donc, ça, c'est pas anormal. Ça peut arriver si on est sportif assidu, on a fait une séance un peu plus d'habitude, un peu de courbature. Mais de ne pas réussir, ça nous est tous arrivé, de ne pas réussir à s'asseoir sur les toilettes, pas bouger, là, c'est qu'il y a eu un problème dans l'intensité par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Si on passe de rien à tout, c'est que là, la séance a été mal faite, trop Ouais. intensive. Donc, qu'est-ce que c'est les courbatures? En anglais, ce sont ce qu'on appelle les DOMS, les Delayed Onset Muscle Soreness. Donc, ce sont des micro-lésions musculaires, comme des micro-déchirures de fibres musculaires. Donc, ce sont des lésions. Donc, qui ont donc, lésion, ça veut dire anormal. Donc, ça peut pas être normal d'avoir des courbatures. Ou en tout cas, traumatologie, ça veut dire qu'on a, entre guillemets, multi-défoncé par plein de petites lésions de notre muscle. Donc il faut aussi laisser un temps de récupération. Il faut que ça cicatrise, ces micro-lésions. Donc attention à ne pas faire de sport avec des courbatures qui sont encore présentes. Mm. Ou en tout cas, ou alors aller travailler d'autres muscles. Mais les muscles qui sont courbaturés, n'allez pas les forcer là, parce que là, c'est risque de... Et les études nous disent que ces DOMS, ces courbatures, surviennent surtout avec le travail excentrique, le travail de freinage musculaire. C'est Ok. surtout l'excentrique qui donne, donc en musculation, il y en a beaucoup d'excentriques, parce qu'on est obligé de freiner tous nos mouvements. Donc il y en a souvent là. En course à pied, ça va être la descente. On va contracter le quadriceps pour ne pas dévaler la pente et se freiner. Donc dès qu'il va y avoir des montées, bah, c'est qu'il y a des descentes derrière. Donc c'est ça qui va donner, ouais, c'est le travail excentrique d'un muscle. Ouais. Ok. Et les étirements sur les courbatures? Et bah vu que ça ne sert à rien pour diminuer les courbatures et qu'il y a des micro-lésions, moi j'ai tendance à dire non. Ouais, je sais. Ouais, j'ai tendance à dire non. Sauf si ça soulage, mais dans ce cas, si c'est soulage, c'est des petits étirements. C'est pas le truc de 45 secondes où on va aller se mettre la tête de côté. Voilà, c'est juste en fin de séance, c'est un petit peu de... histoire de se faire un peu de bien. Mais dans ce cas, c'est peu d'intensité, pas de grande amplitude, et avec des bons mouvements respiratoires. Mm. Mais je dirais, pendant les courbatures, non, moi je vais éviter quand même. Ça, je pense que ça peut aggraver. Dans les 48 heures qui suivent une séance intense sur les courbatures, non, non, je pense que c'est pas une bonne idée. C'est quel sport qui blesse le plus? Alors, dans la pratique quotidienne ou de manière générale, de manière absolue, j'ai pas les chiffres. Mais toi, dans ta pratique, dans ce que tu vois au cabinet, ce serait quoi? Bah, Running? ouais, la course à pied, Ouais. hein. Et j'ai regardé à un moment donné, m'étais renseigné sur l'Aerox, les études qui commencent à arriver sur l'Aerox, parce qu'on dit beaucoup, ouais, le CrossFit, l'Aerox, ça blesse, mais en fait, dans la partie Aerox, l'Aerox blesse plus, il y a plus d'heures après dans les premières études qui sortent qu'en CrossFit. Et quelle est la grosse différence entre Aerox et CrossFit? La C'est le course à pied. running. Ouais. Donc c'est le run qui ajoute des blessures à l'Aerox, c'est pas la partie muscle. Il y a plus, par 1000 heures de pratique, on a beaucoup d'études qui montrent plus de blessures en running qu'en CrossFit. C'est contre-intuitif, mais c'est le cas. Non, sinon, c'est les sports de contact. Les Ouais, sports de contact, forcément. j'ai plus les chiffres, mais j'avais récemment regardé les chiffres des JO notamment. Dans les JO de Tokyo, je crois que c'est ceux que j'avais vus. Alors, c'était le BMX qui était numéro un. Là, c'est pour te donner des chiffres. Alors, c'est pas moi dans mon article, mais c'était le BMX qui était numéro un au JO. La boxe arrivait derrière. Le BMX de loin dans les blessures graves. La boxe, plein de petites blessures pas graves. Mais BMX et boxe étaient là. Donc, les sports de contact, évidemment. Les sports motorisés, hein, de manière absolue. Moto, Formule 1, BMX et les sports de contact. Dans la pratique quotidienne, la mienne, bah, moi, j'ai beaucoup le rugby, le foot. Donc, c'est sports pivot contact qui amènent beaucoup de blessures. Et dans les sports, on va dire récréatifs du trentenaire, oui, c'est la course à pied. Ouais. Voilà, ça dépend quel est le prisme qu'on regarde, mais ouais, la musculation fait partie d'un des moins, si ce n'est le moins. Ouais. La natation, pareil, amène très peu de blessures. Pareil, que ce soit dans les stades des JO ou dans ma pratique, je vois bien que la natation est une pratique, voilà, qui amène très peu de blessures. Donc voilà, en gros, c'est ça les sports, moi, qui m'amènent le plus de patients. Ouais. Ok. Le Ça rugby, marche. foot, j'en ai beaucoup. Ouais, ouais, bah, ça m'étonne pas, pour le coup. Et après,
Je pense que la course à pied, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que c'est le sport peut-être le plus accessible pour Mm. la personne lambda, mais du coup, c'est aussi le sport qui est le moins encadré. Ouais, C'est-à-dire que tu prends tes pompes, tu vas courir. Ben, en fait, ouais, on a tous déjà fait, allez, je reprends la course à pied et tu fais 10 bornes. Alors que c'est ouais, pas comme ça qu'on reprend la ouais. course à pied. Je l'ai moi-même fait récemment. Enfin, c'était pas une reprise, hein, mais j'avais arrêté le sport 2 semaines parce que j'étais parti au ski et tout ça. Je suis revenu, j'ai fait 10 km, mais je me suis blessé. Ouais, Alors qu'en fait, j'étais resté sur un 10 km avant les 2 semaines où j'ai pas fait de sport. J'aurais dû reprendre par un petit 6 ou 7 par ouais, exemple. rien que ça. Mais j'avais peur de perdre du temps parce que j'avais un aérox, ouais, comme tout le monde. Et je me suis blessé. Hmm. Mais c'est bien, ça montre que même avec tes connaissances et Ouais, tout, t'es ouais, un bah peu comme oui, tout le oui, monde on n'est pas à l'abri, hein. aussi On n'est pas là-dessus. à l'abri d'être bête. Un autre point, moi, qui était important, je trouve, à relever ici, euh, parce que tout le monde en entend au moins parler quand on commence un petit peu l'activité physique, c'est la notion de tendinite, de tendinopathie. C'est un peu un grand mot, parce qu'on range à peu près toutes les douleurs qu'on peut avoir dedans avant d'aller voir un médecin. J'avais une idée de vidéo d'ailleurs là-dessus. C'est- Et qu'est-ce que c'est justement? Comment tu la définirais et qu'est-ce qui doit nous faire penser à ça justement? Alors déjà, pour penser à une tendinopathie, bah, il faut qu'il y ait un tendon. Ouais. J'entends souvent quelqu'un me dire, Eh, je crois que j'ai une tendinite. Je dis, bah non. Mais comment Alors, vous êtes sûr de... Bah, parce qu'en fait, à cet endroit-là, il n'y a pas de tendon. Un tendon, c'est quoi? C'est une structure qui attache le muscle à un os. Donc c'est ce qui va permettre de servir de bras de levier entre l'os qui est entre guillemets qui va être la structure immobile, bien sûr ça peut bouger hein, mais voilà, et le muscle qui en se contractant va faire bouger l'os. C'est une structure connective qui est par rapport au muscle qui lui est attaché beaucoup moins vascularisée. Il y a moins d'eau que dans un muscle, donc une capacité de cicatrisation bien inférieure. D'où la fréquence des blessures tendineuses. Quand on surcharge un muscle et son tendon, c'est très souvent le tendon qui va mal tolérer le geste avant le muscle. D'où la fréquence des tendinopathies dans la vie de tous les jours, dans le moindre petite activité répétitive, dans une gestuelle d'une charge un peu trop lourde. Donc ce tendon, qui n'est pas vascularisé, dans lequel il y a peu de vaisseaux sanguins, s'il est trop vite surchargé et il n'a pas eu le temps de s'adapter à la charge qu'on lui demande, je vais prendre l'exemple de trucs fréquents, de la tendinopathie du coude chez quelqu'un qui bricole beaucoup avec ce mouvement de vissage. Si à un moment il a trop vissé pendant 2 3 jours, il n'a pas laissé le temps au tendon de prendre l'info, il va survenir une discordance entre la capacité d'adaptation de ce tendon sur le plan de sa structure collagénique, parce que c'est fait de collagène, et l'information qu'on lui envoie. S'il y a une discordance entre guillemets, l'offre et la demande, eh ben, il y a tendinopathie. On dit plus tendinite, pourquoi? Parce que la plupart du temps, sur des analyses histologiques, quand on a disséqué ces tendons au microscope, on a vu qu'en fait, il n'y avait pas de cellules inflammatoires. C'était par contre une désorganisation de l'architecture du tendon. Donc c'est plus un problème structurel qui est qu'inflammatoire. inflammatoire. D'où Ok. la notion de tendinopathie, pathologie du tendon, et pas de tendinite, it, qui veut dire inflammation comme rhinite, le rhume, voilà, pharyngite et tout ça. Donc voilà, une tendinopathie, c'est une altération de la capacité et de l'architecture d'un tendon sur une information trop importante par rapport à sa tolérance. Ok. Et il faut qu'il y ait un tendon. Donc, par exemple, là, j'ai le tendon rotulien. Une douleur là pourrait évoquer une tendinopathie rotulienne. Une douleur là en plein milieu, il n'y a pas de tendon là. Donc, il ne peut pas y avoir une tendinite ici. Hmm. Il peut y avoir des douleurs irradiantes et tout ça, mais c'est plus rare. Voilà. Ok. Et tendinopathie égale repos, ou au contraire, alors moi c'était pareil, je pense que le Ouais. dogme a beaucoup changé quand même. Euh, on voit de plus en plus quand même dans les traitements, en tout cas dans les conseils qu'on peut donner là-dessus, de ne pas arrêter toute activité, Ouais, ou en tout c'était cas mon pas conseil. le fameux repos 2 à 3 semaines. Que je vois encore beaucoup. Hein. Ouais, On qu'il y a a beau le beaucoup, voir hein. énormément sur les réseaux, c'est encore très mal appliqué. Après Hein. on est zéro formé, tu vois. Mm. Après un interne Ah oui, médecine bah, générale, si tu qui dit t'intéresses pas au tu... Non, truc, non. c'est zéro quoi. Traumatologie en études de médecine. Zéro. T'as déjà vu d'ailleurs un chapitre sur les tendons, sur les tendinopathies dans le. Non, Moi ça me dit rien, je me rappelle pas, mais il n'y en peut-être a pas, je crois. Hein. Non, même pas en Alors rhumato. que Alors Ouais. dans la population générale, c'est C'est tous hyper les fréquent, jours. ouais. Tout le monde passé 25 ans a un jour une tendinopathie. Hmm. Et il n'y a pas euh, un seul chapitre à ce sujet-là. Alors que par contre, la maladie de Guillain-Barré, de Gilbert Najjar, je sais pas quoi, là, Ouais, ce Crigler-Najjar, la nageur, ouais. ces trucs-là, les syndromes paranéoplasiques, alors c'est très bien, hein, mais il faut, ouais, peut-être falloir inclure un peu les pathologies de la vie de tous les jours dans le Hmm. cursus, ouais.
Ouais, Donc oui, c'est c'est pas. encore mal pris en charge. Et non, le repos n'est pas le traitement. Le repos peut être là, mais il est très relatif et de courte durée. Parce qu'on a parlé de cette discordance entre l'offre et la demande. La capacité que le tendon peut donner, bah, si à un moment elle est dépassée, il faut lui laisser juste le temps de souffler un peu. Donc effectivement, on arrête de lui taper dessus. Donc il y a un petit temps de repos. Mais en général, c'est 3 4 jours. Et par contre, on va lui dire, écoute, il faut que tu augmentes l'offre parce que la demande est importante. Moi, je travaille, j'ai besoin de visser toute la journée. Il faut que tu augmentes la capacité d'offre musculaire que tu peux me donner de force. Donc, on va le travailler. Après ce petit temps de repos relatif, de 3 4 jours, une semaine des fois, selon l'intensité de la douleur, paf, on passe en phase de augmentation de la capacité du tendon. Et ça, bah, les kinés le savent, il y a plein de manières. Isométrique, concentrique, pliométrique, excentrique. Généralement, c'est multimodal. C'est toutes ces façons de Mm. renforcer qui vont faire que le tendon va devenir fort, puissant, réactif. Et du coup, encaisser mieux quand le fameux garagiste va se remettre à bricoler. Et bah, du coup, il va se sentir costaud, le tendon, il supporte la charge. L'offre est là, donc la demande peut suivre. Mm. Tu travailles, je pense, beaucoup avec les kinés. Énormément, ouais. Quand même, moi, c'est vrai que c'est, je pense, la prescription quand j'étais en cabinet la plus simple que j'avais, en tout cas pour Ah beaucoup de bah, moi, personnes. je crois qu'il n'y a pas une consultation où j'ai pas une prescription de kiné, hein. Et je trouve que c'est encore trop vu par la population générale comme étant soit pour les personnes âgées, soit pour les grands sportifs, justement. Mais c'est trop vécu encore comme une contrainte, alors que je n'ai jamais vu quelqu'un que j'ai envoyé chez le kiné revenir après me dire ça n'a servi à rien. Ah si, moi, il y en a qui me le disent. Mais quand ça n'a pas marché, c'est que ça a été mal fait. Ouais, Une kiné qui marche pas, c'est une kiné qui est mal faite ou qui est mal indiquée, pas pour la bonne pathologie. oui. Sinon, ça doit marcher. Parce que quelqu'un qui me dit la kinésithérapie, ça ne sert à rien, je lui dis ça veut dire que bouger, ça sert à rien. Hmm. La kinésithérapie, ça veut littéralement dire thérapie par le mouvement. Donc si bouger, ça sert à rien, bah restons assis. Donc non, ça n'a pas de sens de dire ça. Tout le monde devrait faire de la kiné un jour dans sa vie, c'est obligatoire d'y passer. Ou alors je leur dis, si vous ne faites pas de kiné, vous voulez pas y aller, vous n'avez pas le temps, c'est loin, parce que la campagne, c'est un peu compliqué les Ouais. distances, bah, alors faites de l'auto-kiné, mais allez le voir au moins une fois, mais il faut se soigner par le mouvement. Donc quand la kiné marche pas, c'est qu'elle est pas bien faite, hein, tout simplement. Hmm. De toute façon, de plus en plus de kinés sont formés à l'éducation thérapeutique. Je sais plus le nom de la méthode que c'est. Souvent, c'est ça en fait. Ils vont voir le kiné une ou deux fois, et ensuite ils ont plein d'exercices à faire à la maison. Et Ouais. ça, c'est un peu, tu vois, on parlait de la responsabilité tout à l'heure. C'est un peu l'étape pour moi essentielle et géniale là-dedans. C'est que ben, on responsabilise les gens aussi de si vous voulez que ça aille mieux. Il va falloir vous y mettre un peu du vôtre. Exactement. Alors moi, j'ai des patients qui viennent me voir des fois pour me demander des médicaments pour l'arthrose, des choses comme ça, plutôt que le Ah ouais, mouvement qu'on mais les propose. fameux médicaments pour arthrose, spoiler alerte, ils n'existent pas. Ouais, c'est un peu le souci. Et toi, en plus, tu dois en voir quand même pas mal L'arthrose? Ah oui, des beaucoup, patients comme oui, ça. beaucoup, ouais. Euh, Et qui me demandent du collagène ou du chondrosulf, oui, oui, j'en ai pas mal, ouais. ouais. Tiens, d'ailleurs, hors, hors question de base, mais collagène, les données dessus, parce que c'est pareil, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Que dalle. Initialement, il y avait vraiment que dalle. Après, il y a une étude qui a dit qu'il y avait vraiment que Il y dalle. en a une, et il y en a une qui a montré un truc un peu voilà, sur le tendon d'Achille. Elle est de petite amplitude, de qualité méthodologique proche du nul. Pour l'instant, ça ne sert à rien. Je dis pas qu'on va pas démontrer des trucs, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, on n'a aucune preuve que ça agisse bénéfiquement sur les tendons. Il y en a là qui vont nous regarder, je sais, il y en a toujours un qui va me dire ou une, moi ça a marché, j'ai pris, c'est pas comme ça que ça marche la science médicale, c'est pas moi j'ai pris, Ouais. ça a marché. Il faut que ça ait marché sur plein de gens en comparant à des groupes placebo. Donc ça peut pas, c'est pas parce que vous ça a marché, d'ailleurs ça peut peut-être autre chose qui a marché, vous n'en savez rien. Donc je suis désolé pour ceux qui nous regardent et qui en ont pris et qui pensent que ça a marché. C'est peut-être pas ça qui a marché, c'est peut-être autre chose, mais il faut être prêt à l'entendre. Donc pour l'instant, à l'heure actuelle, aucun intérêt. J'ai même vu des kinés prôner son utilisation en associant avec la vitamine C Hmm. sur une scoping review qui était sortie, pareil de qualité méthodo pourrie. Avec, j'avais regardé les études de cette scoping review parce que peu de gens vont dans le détail de l'étude. La majorité était faite sur des animaux, incomparables avec l'être humain. Oui, oui, D'autres étaient vitro financés par le labo du collagène et de la vitamine C, donc un gros biais. Et d'autres étaient faites sur des échantillons de 8 personnes ou 10 personnes. C'est ridicule, c'est pas des études. Enfin, c'en est, mais c'est préliminaire. Donc voilà, donc non, pour l'instant, aucun. Je peux pas le conseiller. Voilà, c'est pas dangereux, mais pour l'instant, ça sert à rien, quoi. Ouais, mettez votre énergie
et votre argent dans d'autres choses Chez le kiné. Ouais, chez le kiné, typiquement. Typiquement. Euh, Ou à la salle de muscu, voilà, pour faire votre auto-kiné. oui, Hein. en plus. En plus. Ou dans votre alimentation, en fait. Outre que dans Ouais, des non, compléments ou des il choses y a comme ça, plein en fait. Plein d'endroits où on peut d'endroits. mettre son énergie financière que dans le collagène, quoi. Ça, c'est fou. En période de crise économique, il y a des gens qui me disent bien manger, c'est trop cher, mais bien acheter du collagène, c'est ouais, pas de Ouais, problème, quoi. ouais, faut revoir la Vraiment, priorité. faut prioriser. Euh, les blessures traumatiques du sportif, il y a les entorses aussi, qu'on voit beaucoup aux Ouais. urgences aussi. Les protocoles ont un peu changé. Alors je crois qu'en France, on est toujours sur le protocole RICE, avec mettre de la glace, mettre tout ça. Police. Oui, police. Police, ouais, qui est Police maintenant. plus fréquent que Rice, qui ajoute en fait le OL dans Police, qui est le Optimal Loading, donc qui est en fait la remise en charge progressive adaptée à la douleur, qui est la notion essentielle par rapport au Rice qui était un peu Rest Elevation, donc repos, glaçage, surélévation. On a rajouté dans Police cette notion de remettre en charge adaptée à la douleur. Ouais. Il y a le protocole pardon, Peace and Love Peace and aussi. Love, ouais. Je crois qu'il n'est pas encore entré dans les guidelines en France. Non, mais c'est le principal aujourd'hui dans les blessures musculaires et les entorses. Peace and Love, alors j'ai plus tous les acronymes Ouais, du truc, mais en gros, vous pouvez regarder il sur y a, Internet. il y a beaucoup cette notion de remise en charge précoce et rapide, quoi. Oui, c'est ça. On fait une pause. Moi, c'est celui que j'utilise maintenant aux urgences. Je fais une petite fiche pour les patients. Et donc, c'est repos 2-3 jours où on limite la charge. Et après, on reprend justement Voilà, une donc il y activité en avait charge. Rice, si je me rappelle bien, que nous on avait appris, il y a eu le Police et le Peace and Love. Ouais, Et voilà, donc il faudrait que je me rappelle, mais il y a Protection, je crois, donc protégé, donc avec attel ou pas, ça c'est le médecin qui ouais. décide, rigide ou souple. Peace, je crois, Élévation. élévation, voilà, donc ça c'est s'il y a de l'œdème pour drainer. Avoid anti-inflammatoire. Avoid anti-inflammatoire, on en a parlé tout à l'heure, donc Ouais. éviter les anti-inflammatoires. Enfin, en tout cas, oui, je me rappelle, j'avais fait une présentation sur cet acronyme. Enfin, tous les acronymes étaient importants. Hmm. Je vous invite à aller le regarder, ceux qui, voilà. Mais voilà, remise en charge, après, je me rappelle plus de tous les. Mais c'est aujourd'hui le plus actuel, ouais. Ouais. Je trouve ça marrant de voir comment, en quelques années, quand même, on est passé de repos plus à il faut bouger. Et C'est là où, des fois, les recommandations ont aussi du mal à suivre. Hein, ouais, c'est que l'HAS a, je crois, il y a à peine un an, mis à l'ordre du jour ses recos sur la cheville où il fallait commencer à kiné dans les 24-48 heures, alors qu'on le sait et on le fait depuis 10-15 ans. ouais. Donc attention, quand quelque chose n'est pas dans les recommandations, c'est peut-être aussi que les instances scientifiques n'ont pas encore pris acte de toute l'abondance de littérature scientifique et que ça va venir. Donc il faut aussi se fier, faut aller en congrès, il faut se former pour les jeunes étudiants qui nous entendent. Attendez pas les recommandations parce que des fois elles mettent un peu de temps à arriver. Hmm. Et justement, bah, pour ceux qui nous écoutent, on peut faire de la kiné sans prescription médicale ou on est toujours obligé de passer par Non, prescription? aujourd'hui, on est encore obligé de passer par prescription médicale. Alors, on peut faire de l'autokiné, parce qu'encore une fois, c'est thérapie par le mouvement. Donc, on peut des fois essayer de se débrouiller avec Internet et trouver des petits exercices. Mais aller voir un kiné, oui, il faut une prescription Ouais, médicale, ouais. ouais, il faudrait au moins une fois, quoi. Et si tu devais dire aux gens, toi, à quel moment plutôt d'aller voir un médecin du sport plutôt que son généraliste? Alors toi, c'est 2 semaines d'attente, donc ça va. Ouais. Mais pour les gens pour qui c'est plus long, euh, comment choisir le bon professionnel au final? Alors, moi, je considère que c'est toujours bien de passer déjà par son médecin généraliste, parce que déjà, il y en a qui sont très bien formés à la traumatologie. Et celui ou celle qui s'y sent moins à l'aise, eh ben, réorientera vers son correspondant médecin du sport. Je dirais que ça va dépendre de la disponibilité. Moi, il y en a plein qui viennent me voir tout de suite parce que je suis des clubs, des sportifs dans des clubs. Donc, des fois, ils viennent me voir tout de suite parce que j'ai des créneaux aussi d'urgence dédiés à la traumatologie. Je dirais que si vous avez un médecin du sport disponible et qui peut vous recevoir rapidement, allez-y. Euh, Médecin traitant en premier lieu, pour moi, ça reste quand même essentiel. Mais voilà, il y a des médecins traitants qui sont plus ou moins à l'aise avec la traumato, d'autres plutôt avec la gynéco. Donc, faut construire son petit réseau, j'ai envie de dire. Normalement, c'est un truc qu'on dit aux professionnels, mais Ouais, c'est aussi un truc qu'il faut dire aux patients. Construisez votre réseau de médecins. Malheureusement, là, il n'y a pas de solution miracle, hein, mais surtout qu'il y a beaucoup de pathologies de sport qui sont facilement prises en charge par le médecin généraliste. Hein. L'entorse de cheville, la lésion musculaire, pour peu que le médecin soit formé à ça. Voilà, tout ça, ça doit être normalement être potentiellement pris en charge. Et s'il y a besoin d'une échographie, bah, c'est là où nous, on va peut-être intervenir plus. Ouais. ok, S'il y a besoin ou s'il y a un certain niveau de sport pratique, le sportif va être suivi. Voilà. ok. Un point qu'on parlait en off avant de commencer, c'est une autre de tes expertises,
expertise, pardon, ça va être tout ce qui est infiltration, Ouais. avec l'utilisation pas mal du PRP. Ouais. Il nous reste encore quelques minutes. J'aimerais bien qu'on aborde ce sujet-là quand même, parce que je pense que ça peut intéresser. Des infiltrations de manière beaucoup de générale, personnes. alors. Ouais, l'infiltration, les gens pensent souvent à corticoïdes. Ouais. Infiltration, ça veut dire infiltrer un produit à un endroit. C'est juste le fait de mettre l'aiguille et de pousser un produit. Donc globalement, moi dans ma pratique, les 3 grands types d'infiltration, et en médecine sport, ça va être corticoïde, donc la cortisone, qui va être à visée d'action puissante, anti-inflammatoire, à court terme. On veut éteindre l'incendie de la douleur pour favoriser un travail de rééducation, pas pour guérir, pour favoriser un travail de rééducation. Cette infiltration a de moins en moins le vent en poupe, parce que c'est vrai que bon, on est sur un processus de symptomatique et pas de guérison de la pathologie. Et parfois, il y a cet effet, ce qu'on appelle lune de miel, c'est-à-dire que l'effet est tellement spectaculaire que le sportif a l'impression d'être guéri, et il repart comme en l'an 40, faire n'importe quoi. Et du coup, là, il y a risque potentiellement de toxicité des tissus, de rupture. Le corticoïde peut être un peu toxique à terme. Alors attention, je l'utilise quand même très souvent, une fois par an. Si on a la bonne indication, qu'on sait pour qui on le fait, pourquoi on le fait, qu'on explique aux patients, ça peut être une arme redoutable qui permet parfois de casser des cycles douloureux pour guérir. Donc voilà, mais c'est une infiltration à visée symptomatique. Et ensuite, on a le gel d'acide hyaluronique et le PRP. Le gel d'acide hyaluronique, on parle de viscosupplémentation. Là, on va essayer d'avoir une action plutôt à long terme et d'agir sur l'action, ce qu'on appelle la rhéologie de l'articulation, le côté lubrifiant, augmenter la quantité d'acide hyaluronique pour augmenter entre guillemets, la lubrification de l'articulation. Et le PRP, les plasmas riches en plaquettes, qui est ce qu'on appelle donc un traitement autologue, c'est-à-dire que c'est vos plaquettes à vous qui vont servir à vous soigner. Je te fais une prise de sang, je récupère les plaquettes par une méthodologie de centrifugation et je me sers de ces plaquettes qui sont riches en plein de facteurs de croissance et d'autres molécules qui vont servir à venir non pas seulement soulager, mais aussi essayer de soigner à long terme la structure traitée, souvent arthrose, donc dans l'articulation, ou tendons, les tendinopathies. Le PRP a beaucoup le vent en poupe en médecine du sport depuis 2-3 ans parce que ses preuves sont de plus en plus nombreuses sur des études solides de qualité. Il y a d'ailleurs un congrès qui leur sont dédiés, le GRIP, qui est tous les ans, qui cette année était à Bordeaux et qui était habituellement à Paris, où chaque année on a tous les plus grands chercheurs mondiaux sur la recherche plaquettaire qui viennent nous présenter leurs travaux, leurs études cliniques, les pharmaciens et biologistes sur les études biologiques de cette thérapeutique. Donc moi je m'en sers de plus en plus parce que ça apporte vraiment énormément de bénéfices, surtout à moyen et long terme. Et les effets secondaires sont quasi inexistants. On n'a pas d'infection, on a très peu de douleur, donc à part dans les tendons. Donc c'est safe, c'est intéressant. Ça reste un peu cher, mais je pense que à l'avenir, ça va être de plus en plus remboursé parce que les preuves scientifiques sont là. C'est pas remboursé pour l'instant? Non. Alors certaines mutuelles, oui. Mais je pense qu'il va falloir que la Sécu s'y penche parce que ça va être de plus en plus utilisé. C'est un traitement d'avenir qui est utilisé maintenant aussi parfois dans les syndromes canalaires, le canal carpien, le canal ulnaire, qui donne plutôt des résultats intéressants. L'arthrose, c'est même plus à débattre. L'arthrose du genou, c'est après la kiné le traitement injectable number one. Donc, à mon avis, la Sécu va devoir s'y pencher parce que de plus en plus de patients y ont recours et vous risquez d'être bloqué en cette période de conjoncture économique par les prix, malheureusement. Ouais. Ok. Donc voilà, ces traitements injectables qui n'ont pas les mêmes vertus, il ne faut pas en avoir peur. Hein. On a entendu des fois dans la presse des sportifs qui ont eu des gros problèmes, des fois jusqu'à l'amputation suite à des infiltrations. Attention, c'est des patients qui avaient bénéficié de plus d'une vingtaine d'infiltrations de cortisone sur une année. Ça a été fait n'importe comment, à l'arrache, et surtout en compétition. Donc c'est-à-dire qu'ils jouaient avec ça, c'est n'importe quoi. Il faut que ce soit encadré, hors compète, une ou deux fois dans l'année selon la zone, bien indiqué, et là il n'y a aucun risque. Allez voir des professionnels, puis ils vous guideront. Discutez-en avec votre médecin du sport, bien sûr, mais il ne faut pas en avoir peur. Quand le médecin sait pourquoi il le fait et comment il l'utilise, il n'y a pas de problème. Tu aurais, pour ceux qui nous écoutent, un bouquin, un podcast, un film, je sais pas, qui pourrait... Le Labo Hippocrate, excellent podcast. Alors, en livre, il y a un livre que j'ai acheté récemment. Alors, pour tous ceux qui sont plutôt à visée étudiante, tu veux dire, ou vulgarisation Pour ceux qui nous écoutent, plutôt vulgarisation générale, on va dire. Ceux qui s'intéressent un peu... Ah, moi j'adore les livres de Major Mouvement. Ouais. Ouais, moi je les trouve vraiment bien. Même j'ai beaucoup de potes médecins qui s'en sont servis quand ils avaient des douleurs. Ouais. Et, je les trouve vraiment très bien faits. Je crois qu'il y en a 3. J'ai pas vu le 3e.
Je crois qu'il y a le deuxième qui est soigner ses douleurs. Ça, je trouve vraiment, pour ceux qui ont des douleurs, c'est quand même un kiné diplômé. Voilà, donc on a quand même un Ouais, et professionnel puis, qui a fait un bouquin qui a une certaine capacité à vulgariser. Donc, moi, j'aime beaucoup son compte. Voilà. Je suis assez fan de ce qu'il fait. Donc, je trouve que ces bouquins, pour tout sportif débutant ou autre, sont très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, c'est des bouquins plutôt avisés pour les étudiants, mais dans le domaine, j'en ai pas vu beaucoup moi. Après, dans le domaine, on va dire grand public, euh, ou des chaînes YouTube, des choses comme ça après hein, que tu vois, enfin ton compte peut-être ouais. aussi. Hein. Oui, bah bien sûr, Doc Samir, évidemment. Alors, dans ma famille de médecins du sport, il y a le docteur Victoria Tchaïkovski, Mm. qui a un excellent compte à suivre, que moi-même je suis. Même moi, on apprend toujours des trucs, hein, on apprend les uns des autres. Excellente médecin du sport. On a le docteur Stéphane Cascua, qui est en plus un personnage haut en couleur et qui a Ouais. toujours des informations, une expérience incroyable. Voilà, donc c'est toujours très intéressant d'écouter ces gens-là parler. Sur tout ce qui est voilà, traumatologie du sport, on a Doc Athlétique que j'aime bien suivre, qui est très Mm. orienté muscu, qui donne beaucoup de conseils. Alors lui, au-delà de la traumato, ça va être aussi les conseils autour de la musculation et du suivi sportif. Voilà, on a pas mal de ces comptes-là. Doc Samir, évidemment, hein, si vous voulez me Mm. suivre, on parle beaucoup de traumatologie sportive. Après, il y a la partie nutrition. Alors là, il y en a, ça foisonne aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup Clem Le Diète, je crois. Ouais. J'ai oublié, j'en ai vu un ce matin, là. Des diététiciens, il y en a pas mal. Un Nouchka Diète aussi, que j'aime Ouais, beaucoup, pour Nouchka le qui fait du bon trail, boulot. Il qui y a a... sorti un livre aussi, Ouais. que je n'ai pas lu, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Il y a M. Ton Kiné, que j'aime bien aussi en kiné, que je suis beaucoup. Training Therapy, enfin tout ça pour moi, c'est des kinés qui sont quand même très à jour sur ce qu'ils font. J'aime beaucoup Aurélien Broussal, préparateur physique, je crois, coach sportif, Je sais pas. qui est très au fait aussi de la science, très à cheval sur tout ce qui se fait de plus récent. Donc voilà. Ouais. Il y a Anthony Berthoud aussi qui est passé Ouais, plusieurs bon, fois je ici. connais pas tous, mais Qui est... Mais voilà, il y a des choses qui se font sur les réseaux qui sont très très bien. Ouais. Mm. Heureusement, parce que les réseaux, c'est pas que scroller sur des bêtises. Ouais. C'est aussi beaucoup de professionnels qui font des choses bien. Ouais. Mais j'aime bien donner des noms comme ça parce que ça permet de faire le tri. Il y a quand même Ouais. beaucoup de désinformation Ouais. et on tombe quand même sur beaucoup de choses et beaucoup de gens qui veulent nous vendre des choses. Et donc on tombe vite dans une espèce de cacophonie ambiante où on entend ça d'un Ouais. côté, ça de l'autre Ouais. et on sait pas trop où donner de la tête. Bah voilà, ouais. En gros, moi, ça, c'est le compte que je suivais avant même d'être sur les réseaux, que je suivais en tant que sportif et que je trouvais bien. Ouais. Ok, très bien. On arrive à la fin de l'épisode. Moi j'aime bien conclure, s'il y en a qui nous écoutent là jusqu'à la fin, s'il y avait 5 choses à retenir de cette discussion, qu'est-ce que ce serait pour toi? 5 choses à retenir pour moi, ce serait. Je dirais tout à l'heure, on avait commencé par n'ayez pas peur quand vous faites du sport de faire de la compétition. Je trouve que ça. La compétition, souvent en ce moment, on dit oui, il y a un côté un peu positivisme. Aujourd'hui, on dit on n'est pas obligé de faire de la compétition. Non, on n'est pas obligé. Mais n'en ayez pas peur. La compétition est bien si elle vous donne des objectifs et un cadrage de votre entraînement. Mais juste prenez le temps de vous préparer. Pas d'objectifs de compète quand on vient de débuter. Voilà. Hmm. Juste prendre le temps de se préparer. Ça évitera la majorité des blessures. Deuxième chose, je dirais l'aspect cardiovasculaire. Ne négligez pas l'interrogatoire, l'auscultation, donc la consultation médicale, pour rechercher des facteurs de risque et se faire dépister. Risque de mort subite rare, mais existant. Important, surtout les mecs, c'est 95% chez des hommes. Donc les hommes, faites-vous dépister, surtout si vous reprenez, si vous avez fumé, si vous avez des antécédents et facteurs de risque, ou vous avez plus de 35 ans. Voilà, donc attention au risque cardiovasculaire. Troisième chose, j'insisterai sur peut-être les tendinopathies. C'est un de mes combats quotidiens. Le repos n'est jamais la solution. L'adaptation l'est. Adapter à un tendon qui vous envoie un signal douloureux, c'est un tendon qui a juste besoin qu'on le chouchoute un peu. Et on le chouchoute en travaillant avec lui, pas en le laissant mourir dans un coin en faisant rien. C'est la pire manière de récidiver. Donc le traitement de tendinopathie, c'est la rééducation progressive et pas le repos, et surtout pas les anti-inflammatoires, sauf en cas d'extrême douleur, sur conseil du médecin. Je dirais, ne négligez pas la récupération. Quatrième message, attention, alimentation, sommeil, hydratation, pas d'alcool et de tabac sont les meilleurs piliers de la récupération. Ne négligeons pas parce qu'on est amateur, elle est aussi essentielle que chez les pros. Et je le vois tous les jours et elle favorisera, parce que faire du sport et avoir une hygiène pourrie à côté, ça n'a aucun intérêt. Faire 10 000 pas
Et boire de l'alcool 4 fois par semaine, aucun intérêt. D'accord. Donc, en fait, on annule presque tout avec une hygiène de vie pourrie, même si on fait du sport. Donc, récupération par ces facteurs sommeil, alimentation, hydratation. Voilà. J'en ai à combien? 3, 4 messages là? 4, je crois. 4. Et le dernier, trouvez-vous, on va finir par un truc un peu sympa, trouvez-vous un sport qui vous fait plaisir, tout simplement. Parce que le plaisir restera la meilleure source de pérennité pour votre pratique sportive, quoi. Si vous trouvez, et Dieu sait qu'en France, on a cette chance d'avoir une source de clubs de divers sports et variés que je ne connaissais même pas, des sports incroyables. Il y a toujours un sport qui vous fera plaisir. Trouvez-le, pas loin de chez vous, qui vous fasse kiffer, parce que voilà, c'est ça qui vous fera revenir là. On dit toujours, je l'ai dit la dernière fois, c'est que le meilleur sport sera celui qui vous fera revenir la semaine prochaine. C'est celui-là qu'il faut pratiquer, donc le plaisir. Si la course à pied vous fait chier, faites autre chose. Allez faire du hockey subaquatique si vous voulez, ou de l'escalade, mais bougez, quoi. Ouais. Et ah oui, il y a un petit 6e message. Vas-y. Abandonnez les escalators. S'il vous plaît. On va conclure là-dessus. Je vais conclure. Abandonnez-moi ces escalators, faites-les fermer, et puis mettez peut-être un truc pour les personnes handicapées, les vieux et femmes enceintes, mais c'est tout, quoi. Ouais, fermons les escalators. Fermons les escalators, je vais militer, tiens. Je vais ouvrir la CGT des escalators, anti-escalators. Parfait. Bon, merci beaucoup. Et de rien, avec plaisir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses pour vous mettre en mouvement dès maintenant. Nous, on se retrouve dans 2 semaines. D'ici là, n'hésitez pas à partager l'épisode à une des personnes autour de vous qui pratiquent une activité physique ou du sport. J'espère, encore une fois, que vous avez appris plein de nouvelles choses. À très vite. Ciao.